Je fais partie de ceux qui pensent que la COP c'est une mascarade, j'appelle ça le festival de Cannes. La priorité c'est l'économie et pas la vie humaine. Ils s'en foutent. Et les vraies décisions, ce sont celles qui se prennent au G20. Et c'est pas du tout les décisions à la COP. Il y a 176 pays qui sont impactés par les décisions qui sont prises par 20 pays. Si toi tout d'un coup tu devenais rectrice, qu'est-ce que tu mettrais en place directement par exemple? Alors moi je ne séparerai pas. Bonjour et bienvenue sur Limite, l'Odyssée du vivant. Ça y est, Limite l'a lancé, c'est l'évolution de la chaîne. Et merci parce qu'on a lancé une grosse campagne de contribution. Pour l'instant, on a réussi à atteindre 72% de l'objectif, 72% pour les Français bien sûr. On est déjà en train de travailler sur plein de nouveaux projets pour la chaîne, pour rendre l'écologie désirable, rendre cool, la rendre accessible par absolument tout le monde. Briser les frontières qui nous séparent, tout en étant très réaliste sur les choses à transformer pour le meilleur monde possible pour demain. Et une personne qui est très réaliste, c'est Yamina Saeb, qui dans cette vidéo nous parle de sobriété, mais à la fois nous fait un topo incroyable sur les COP. Pourquoi est-ce qu'elles sont des échecs cuisants? Eh bien nous en parlons tout de suite sur Limite. Likez, commentez, abonnez-vous, c'est parti. Pour te présenter, Yamina Saeb, toi tu es docteur en ingénierie énergétique. Tu as travaillé notamment au centre de recherche de la Commission européenne, le JRC, et ainsi que l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Tu es actuellement professeur à Sciences Po Paris, prochainement peut-être à Bruxelles, qui sait. Et auteur, et ça c'est quand même très important, principal du chapitre 3, du rapport 3 du GIEC, le 6e rapport d'évaluation du GIEC sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Alors, moi aujourd'hui, tu as compris un petit peu toutes les questions, je voudrais déjà démarrer par ta météo personnelle, sans mauvais jeu de mots, ton climat personnel sur les derniers événements qui se sont produits. Comment est-ce que tu vas souvent les universités, tu discutes souvent, tu abordes souvent ces sujets dans les médias. Par rapport à l'actualité de la COP29, tu te sens comment? Tranquille, en colère? Quels sont les mots que tu mettrais là-dessus? Alors aujourd'hui je me sens bien parce que le cours que j'avais proposé à Sciences Po sur la sobriété a été approuvé. Donc on va avoir 24 heures et on va pouvoir former des jeunes à la sobriété. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ça demande un effort considérable de pouvoir mettre tout ce qui est, parce que la sobriété, on va sûrement revenir là-dessus, c'est interdisciplinaire, donc faire communiquer des disciplines, c'est un défi important. Donc de ce point de vue-là, je suis plutôt contente. Après, pour l'actualité climat, moi je fais partie de ceux qui pensent que la COP c'est une mascarade, j'appelle ça le festival de Cannes du climat. Et que en fait ça sert strictement à rien, ça nous enferme dans du carbone, ça nous enferme dans les non-solutions. Mais tous les gens qui y vont, même des copains qui sont analystes, scientifiques, etc., eh ben, ils vont vous dire, mais non, quand même, la COP, etc. Moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans cette COP-là, il y a eu, au moment où il y avait la COP, la deuxième semaine, parce que c'est 2 semaines la COP, au moment où il y avait la COP, la deuxième semaine, il y avait le G20 à Rio. Les chefs d'État et de gouvernement des puissants ont décidé d'aller à Rio. Cela est bien la preuve que, en fait, l'avenir de la planète ne se discute pas du tout à la COP, il se discute, c'est l'argent en fait, c'est l'économie. C'est comme ça, on a viré en 1920, à partir de la crise de 29, c'est l'économie qui décide. Et c'est pas du tout la vie humaine, quoi. La priorité, c'est l'économie et pas la vie humaine. Ils s'en foutent. Et donc, pour moi, c'est une preuve de plus. Après, quand on est français et qu'on se retrouve à critiquer la COP et donc l'accord de Paris, puisqu'en plus, dans cette COP-là, ils ont discuté l'article 6 de la COP de Paris, qui est en fait un accord sur, enfin l'article 6 porte sur les marchés carbone, etc. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, d'abord, l'accord de Paris, c'est volontaire, il n'y a pas d'obligation de réduction des émissions. Nous, on sait qu'il faut réduire les émissions. On sait que si on ne réduit pas les émissions, et la fenêtre, elle est de moins en moins large, la fenêtre d'ouverture, de réduction des émissions, pour limiter les dégâts. Parce que ce que les gens, et je pense les politiques aussi n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on ne va pas revenir à la situation que nos grands-parents ont connue, à une planète Terre comme nos grands-parents l'avaient connue. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est du damage control. Contrôler les dégâts, limiter les dégâts. Limiter les dégâts en termes de vies humaines d'abord. Ce qui s'est passé à Valence vient nous rappeler qu'en fait on va avoir des êtres humains qui vont mourir aussi en Europe. Ça existe depuis un certain temps. Hein. Il y a plein de gens ailleurs qui meurent en raison du changement climatique.
Mais bon, quand on meurt en Afrique, on meurt en Afrique, quoi. C'est pas la même chose. Maintenant, en fait, ça va se produire chez nous, de plus en plus en Europe, dans les pays riches. Et là, on est dans des situations qu'il faut faire du damage control. Et vous avez, je ne sais plus combien de personnes qui sont allées à Bakou pour faire extension des discussions, des discussions à rallonge qui ne servent strictement à rien. Le marché carbone volontaire, etc. Mais ça, c'est du bullshit, quoi. On le sait, il y a plein d'études qui disent que c'est du bullshit. Il y a des gens, quand ça avait été réfléchi, moi j'étais jeune, j'étais même pas étudiante à l'époque où ça avait été proposé, mais il y avait déjà des gens qui alertaient, qui disaient que ça va pas régler le problème. Et on se retrouve 40 ans après avec des gens qui discutent la virgule pour un truc qui ne marche pas de toutes les façons. Et les vraies décisions, ce sont celles qui se prennent au G20. Et c'est pas du tout les décisions à la COP. Mais il faut, je pense, commencer collectivement à dénoncer le processus des COP pour et à réfléchir, à mettre autre chose en place. Parce qu'en plus, la question climat, en vérité, si on voulait réduire les émissions, les pays qui sont responsables des émissions, ce sont les pays du G20. Lorsque tu les prends tous ensemble, les émissions historiques et les émissions d'aujourd'hui, c'est les pays du G20. Mais les pays les plus impactés, c'est les pays hors G20. Il y a 196 pays, je crois, au niveau des Nations Unies. Tu te rends compte, il y a 176 pays qui sont impactés par les dégâts que font, par les décisions qui sont prises par 20 pays. Et 20 pays, si tu comptes l'Union européenne comme un pays, en fait. 20 pays. Et ces gens-là, ils sont allés à Bakou, mais pas du tout pour décider de régler le problème. Ils ne vont pas régler le problème. Il faut qu'on se réveille, en fait. Oui, il y a eu une absence des gros leaders qui étaient importants, l'Inde, la Chine, les États-Unis. La France, l'Europe. Oui, oui. Donc déjà ça, et puis il y a eu des grosses discussions, effectivement. Je pense que c'est un scandale. Tous les pays du Global Sud, les pays pauvres qui ont besoin d'argent pour faire un développement en dehors des énergies fossiles, doivent quémander. Finalement, 250 milliards ont été promis. Finalement, c'est passé à 300 milliards en négociant pendant 24 heures, alors qu'en fait, ça avait été évalué par des études qu'il faudrait nettement plus. 3 000 milliards. Ok, donc il faudrait 10 fois plus que ce qui a été promis. Alors, on dit que l'argent n'est pas trouvable, mais c'est un petit peu ce qui ressort beaucoup de la COP. Les experts disent, oui, mais en économie, on n'arrive pas à trouver l'argent, on ne sait pas où est-ce qu'il est disponible. Qu'est-ce que tu as à dire? Il n'y avait pas d'argent pour le Covid non plus, on l'a trouvé. En fait, ce n'est pas un problème de où trouver l'argent. On n'a pas de problème d'argent. On peut trouver l'argent. C'est quoi? C'est que c'est un cynisme du fait que des pays qui ne sont pas fortement, qui le sont, la Floride est impactée, les États-Unis, la Chine, la Russie sont impactés par le changement climatique, mais pas au point de déstabiliser leur société comme ça se passe dans d'autres zones, qui fait que tant qu'en fait on parvient à réparer les dégâts, il n'y a pas de problème, on continue comme d'hab en fait. Voilà. Et la chose qui ne va pas du tout dans la conception de toutes ces négociations, c'est qu'on est toujours dans un cadre de négociation où, soi-disant, nous, les pays riches, on va donner de l'argent aux pays pauvres. Mais en fait, c'est un peu, on imagine, tu es dans ta voiture, tu écrases une personne. Qui c'est qui va payer? C'est toi, non? C'est pas la personne qui va négocier pour que tu payes pour elle. Tu as une assurance et ton assurance va reprendre ça, quoi. Tu pourrais même, si jamais tu tues la personne, tu vas en prison, quoi. N'est-ce pas? Ouais. Et donc, toi, tu es le pays riche qui est dans sa voiture, qui roule à toute vitesse. Moi, je suis le pays pauvre et tu m'écrases. Qu'est-ce qui se passe dans la vie, dans notre vie de tous les jours? Tu vas en prison et tu payes pour les dégâts. Dans les négociations climat, c'est exactement la même chose, sauf que toi, le pays riche, toi, dans ta voiture, tu vas dire peut-être que je vais l'emmener à l'hôpital, peut-être que je vais appeler les pompiers, peut-être. C'est ça qui ne va pas. Ça, c'est la première chose qui ne va pas. Après, et derrière tout ça, en fait, ce que ça réveille, tout ça, et ce que ça révèle, c'est que, en vérité, la question du changement climatique, c'est une question très, très colonialiste. Et ce que ça réveille et ça révèle pour nous, c'est que, on est encore colonialiste. Dans notre façon de voir le monde, on est encore colonialiste. Et du coup, ils vont aux négociations, mais c'est perdu d'avance. Moi, j'avais posé la question il y a 3 ans au monsieur du Bangladesh, Salem, qui est mort, il est mort maintenant, qui avait lancé le Loss and Damage Fund. Il était venu, il était abasourdi après une réunion, parce que tu sais, avant la COP, il y a toujours une réunion intermédiaire en juin qui se déroule à Bonn. Et donc, la réunion s'était super mal passée pour le Loss and Damage Fund. Et donc, il était à Paris, et puis il était vraiment, mais il n'avait pas d'énergie, etc. Après, je lui dis, mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas, mais pourquoi vous continuez à aller à ce truc-là? C'est une arnaque, sortez. Parce qu'une fois que vous allez sortir,
et ben ces pays-là représentent 176 pays, ben, il n'y aura pas de COP, quoi. Et ben, les choses seront au moins claires. Sa réponse à l'époque, c'était c'est le seul forum international où nous avons un siège. Il m'avait dit, on n'a pas de siège au G20, au G7, etc. Lui, il m'avait d'abord considéré juste française, donc il m'a dit, on n'a pas de siège là où vous avez des sièges. Et moi, je lui ai dit, en fait, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir un siège, mais d'avoir une voix. Or, vous n'avez pas de voix. Le Sud n'a pas de voix dans la question climat. À côté de ça, tu rajoutes à ça, en fait, le manque de capacité technique, de compétences techniques, parce que c'est quand même très complexe tout ce bazar-là, hein, tous ces montages-là financiers, etc. Mais cette complexité-là, c'est nous qui l'avons inventée. Hein. Donc on a inventé une usine à gaz et on demande aux pays du Sud de se former à notre usine à gaz. Mais c'est juste pas... C'est pas logique. Oui, il y a un paradoxe là derrière, puisque les COP promettent de donner de l'argent, effectivement, des gros investissements chaque année, qui proviennent certains de subsides, d'autres de subsides privés, et puis d'autres sous forme de prêts. Mais alors les prêts passent par le système conventionnel et regardent, ah bah tel pays, on doit prêter telle somme à tel pays, et les taux d'intérêt sont plus élevés que pour n'importe quel pays, parce que soit c'est des pays qui sont déjà déstabilisés, alors du coup, l'argent a du mal à arriver, ou alors ça endette le pays. Alors c'est quand même, ouais, effectivement, une sorte d'idépsie de se dire que on demande en plus de ça, enfin, je veux dire, le monsieur Monopoly qui revient encore une fois pour demander, pour sauver des gens, de payer pour sauver les gens. Alors que c'est un problème, une problématique mondiale. Est-ce que c'est un problème? Alors, tu n'es pas tu n'es pas formé en psychologie ou en sociologie, mais c'est un problème générationnel d'incompréhension aux enjeux, ou du fait que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout impactées de près ou de loin par rapport en fait à leur environnement, leur quotidien, et qui ont du mal à se projeter dans les réalités des gens qui souffrent non pas de l'autre côté de la Méditerranée dans le global sud, mais également dans certaines localités en France qui se retrouvent littéralement sous les eaux, des familles perdent tout, et qu'on a, en fait, c'est quoi? C'est une difficulté à pouvoir se transposer dans le quotidien des gens. Alors moi, je pense que ceux qui font les recommandations, ceux qui font les études, etc., moi, j'arrête pas de dire, il faut que l'écologie sorte, il faut cesser de bobotiser l'écologie. Parce que l'écologie est très bobotisée. Et donc, en fait, c'est notre classe sociale qui fait les recommandations, qui fait les études, etc. Nous ne sommes pas capables de capter ou de comprendre ce qui se passe ailleurs. On est dans une bulle, on est toujours entre nous. Et il y a eu le fameux rapport là, de l'équipe là, de GetUp qui montre, par exemple en France, on dit souvent, il y a plein de sondages qui sortent, faits par des gens comme nous, qui vont aller dans les quartiers populaires et leur poser des questions très très mal posées. Est-ce que l'écologie vous intéresse, etc. Non, moi si il faut plus manger de viande. Oui, mais moi si je mange de la viande une fois par mois, tu viens me dire ne mange plus de viande, j'en ai rien à cirer moi de tes émissions. Si mes émissions moi elles sont basses. Et ce rapport-là qui est sorti il y a un mois, je crois, ce qu'il montre, c'est que c'est des gens des quartiers populaires qui sont allés interroger des gens des quartiers populaires en parlant le langage des quartiers populaires. Et ce qui ressort de ce rapport-là, c'est que de cette enquête, c'est que ils sont pas anti-écologie, parce que par définition, l'écologie normalement c'est la protection. Donc personne ne pourrait être contre. Ils sont contre quoi? Ils sont contre les injustices justifiées par des soi-disant politiques écologiques. Tu prends l'exemple des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, la fameuse taxe carbone, elle n'aurait jamais dû exister sous cette forme-là. Elle a existé sous cette forme-là parce que nous, les habitants des villes, moi, je connaissais pas du tout cette histoire de rond-point, etc. Les gens qui passaient, je réalisais pas parce que moi, j'ai jamais connu ça. Et donc, on n'arrive même pas à intégrer, on n'arrive même pas à imaginer que ça puisse avoir un impact sur les gens qui vont se retrouver en situation, déjà, ils sont en situation de précarité énergétique et de précarité des mobilités, donc ils vont pas pouvoir, ils vont tomber dans la pauvreté, ces gens-là. C'est ça qu'il y a eu. Ça, déjà, on le voit déjà dans nos pays, en fait. Parce que la science, on est très élitiste, surtout en France, mais même partout en Europe, en fait, très élitiste. Donc, en fait, les scientifiques, c'est une élite. Les experts, c'est une élite. Et l'élite, c'est toujours une minorité dans toutes les sociétés. Donc, c'est une minorité qui est déconnectée de la majorité, qui fait des recommandations pour le vivre ensemble. C'est sûr que ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation-là.
Après, alors c'est pire lorsque tu regardes ça, point de vue nord-sud. Je te donne un exemple. Moi, j'étais très choquée pour le rapport du GIEC. J'avais passé du temps à travailler sur les fameux scénarios que tout le monde appelle scénarios du GIEC. Les scénarios qui visent la neutralité carbone. Et on avait un sous-groupe interne, on était 65. Et je n'arrivais pas, pour la première fois de ma vie, moi j'ai toujours travaillé dans l'interface, je traduis les hypothèses, je traduis les politiques en hypothèses pour les scénarios, et je fais l'inverse, je traduis les résultats en politique, je regarde l'impact après. Et ça, c'est le boulot que je fais depuis 20 ans. Et là, pour une fois, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il racontait, en fait, parce que je n'arrivais pas à traduire les résultats en politique, je ne comprenais pas. Et derrière aussi, je ne comprenais pas, j'avais pas de réponse pour les hypothèses. Je découvre après, en fait, parce qu'une fois qu'on a eu accès à toutes les données, mais le rapport était déjà publié, et là, je sors ma première analyse, et puis là, je comprends ce qui se passe. Et ben, ces scénarios-là, moi, je les labellise, je dis que ce sont des scénarios colonialistes. Pourquoi? Dans ces scénarios-là, la neutralité carbone, elle est, en fait, la décarbonation du système énergétique, elle est prévue, elle est projetée uniquement pour nous, les pays de l'OCDE. Ailleurs, ils vont continuer avec les énergies fossiles. Et donc, comme ils vont continuer avec les énergies fossiles et que le budget carbone, il n'y en a plus, donc ils imaginent que pour eux, ils vont faire des émissions négatives. Les émissions négatives, tu captes le carbone, tu le stockes dans le sol. Sauf que ces solutions-là de stockage, ça fait 25 ans que l'industrie nous promet ces solutions-là à grande échelle, ça ne marche pas et ça coûte super cher. Donc c'est impossible dans ces pays-là. Mais pire que ça, c'est que l'équité nord-sud n'est pas du tout dans ces scénarios-là. Et donc, dans ces scénarios-là, je te donne un exemple, ils projettent, il y a un scénario que j'ai en tête. Donc aujourd'hui, la surface moyenne par habitant, elle est de 40 mètres carrés à peu près en Europe, et elle est de 65 mètres carrés en Amérique du Nord, et elle est de moins de 10 mètres carrés en Afrique. Ok, aujourd'hui, on va dire, nous ne sommes pas responsables de ce truc-là, quoi. On hérite de ça. Peu importe si on est au nord ou au sud. Là où il y a problème, c'est quand tu as un expert du Nord qui va faire des projections pour la fin du siècle, qui prévoit dans ses projections 70 mètres carrés par personne en Amérique du Nord, 45 en Europe, et peut-être qu'en Afrique, ils vont arriver à 10. Mais va vendre ça à un Africain. Depuis, il y a tout un mouvement maintenant derrière qui s'est créé pour cette histoire d'inégalité. Mais la chose la plus choquante pour moi, c'est qu'il y a l'un de ces scénarios-là s'appelle scénario développement durable. Quand tu es un policy maker, quand tu es un représentant d'un gouvernement, surtout quand tu es un représentant d'un gouvernement d'un pays pauvre, donc tu n'es pas vraiment formé à tout ce langage-là, etc. Parce que toutes ces négociations-là, il y a un autre problème, c'est qu'elles se déroulent en anglais à la façon anglo-saxonne. Donc l'anglais, c'est pas la langue de tout le monde. Moi, c'est ma 5e langue, l'anglais. Et travailler à la façon anglo-saxonne, en fait, moi, il y a 20 ans, j'aurais pas pu parler comme je parle aujourd'hui. J'ai appris. Mais du coup, si tu vis dans un pays en développement, tu n'as aucune chance d'apprendre à te battre, à négocier même. À négocier même, tu vois. Donc, il y a déjà un rapport de force qui n'est pas du tout en leur faveur. Et ensuite, donc si tu vois que c'est un scénario qui s'appelle développement durable, tu vas dire développement durable, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc développement durable, ça veut dire que d'ici 2030, on aura réglé, tout le monde aura accès à l'énergie, par exemple, si je regarde uniquement l'énergie. Et on aura réglé la faim dans le monde. Voilà. Ça fait partie des objectifs. Ça fait partie des objectifs. Donc en fait, pour un représentant d'un gouvernement du Sud, il voit que le scénario s'appelle développement durable, il ne peut pas du tout s'imaginer que dans ce scénario-là, ses enfants et ses petits-enfants vivront dans la misère par rapport à quelqu'un du Nord. Mais la chose qui m'a le plus choquée, parce qu'après on avait organisé un atelier à Sciences Po pour discuter de ça, c'est que le jeune qui a fait ça, un trentenaire, un brillant garçon, il ne comprenait pas que j'appelle ces scénarios-là des scénarios colonialistes. Et récemment, il a publié un article pour dire, il a rajouté qu'il mettait dedans de la sobriété, parce qu'il n'y a pas du tout de sobriété dans ce scénario-là, mais ça c'est une autre affaire. Et il a mis dans le résumé, il avait mis sobriété et équité. Moi, je connais très bien son modèle, je sais que c'est impossible de le faire. Et je regarde dans le détail, à quel moment il y aura pas convergence, pas égalité, mais là où ils vont tendre à la fin du siècle. C'est impossible, quoi. Donc il faut dénoncer tout ça. Moi, j'essaie de faire le parallèle un petit peu. Cette année, la COP, elle se passe aussi dans une situation malheureusement de bouleversement géopolitique qui s'accélère de jour en jour.
Pourtant, les événements climatiques intenses ont commencé de plus en plus à faire leur présence. Ils existaient déjà depuis un petit moment, mais à être davantage présentés dans les médias. On en parle davantage. C'est devenu quelque chose qu'on attribue. La science de l'attribution, on dit voilà, c'est dû au changement climatique. C'est très très bien amener ça aujourd'hui. Je voulais essayer de comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il paraît qu'on a atteint les 1,5 degrés. Est-ce que c'est confirmé ou est-ce qu'il faut attendre un certain laps de temps? En tout cas, que 2024 a fait 1,5. Je voulais un petit peu avoir ton feedback par rapport à toutes les projections. Donc là, il y a 3 rapports. Là, on parle de la science du climat, effectivement, dans le rapport 1, qui n'est pas le tien, mais de savoir par rapport aux projections d'il y a 30 ans et des estimations, est-ce qu'on est dans ce qui était prévu, malheureusement, sans changer les politiques? Est-ce que c'est moins pire ou est-ce que c'est pire? Alors la seule projection qui est cohérente, c'est celle de l'augmentation des émissions. En fait, on n'a pas du tout réussi à baisser les émissions au niveau mondial. Nous, ce qu'on a fait, on a exporté une bonne partie de nos émissions parce que notre industrie est allée ailleurs. Oui, parce qu'il paraît que l'Europe baisse cette année de 3,8%. Oui, mais il faut regarder pourquoi il y a baisse. Il faut regarder le détail après. C'est pas parce qu'on a mis le chauffage à 19 degrés qu'on a fait... Voilà, parce qu'en fait, pour que l'Europe, lorsqu'on regarde le détail pour l'Europe, on se rend compte c'est parce que l'industrie a beaucoup moins produit en Europe. Et donc, du coup, c'est lié au manque de production, à la baisse de la production de l'industrie. On applaudirait, les seules émissions à applaudir, c'est les émissions. En fait, on serait sur la bonne trajectoire si on arrivait à baisser les émissions dans le transport des personnes, la mobilité des personnes et le logement, sans créer de précarité énergétique et de précarité des mobilités. Si tu prends par exemple la France, ses émissions dans le logement ont baissé parce que il y a eu les prix des gaz qui sont montés et donc il y a eu il y a eu plus de personnes qui se sont retrouvées en situation de précarité énergétique. Donc ça c'est pas du tout des émissions à applaudir, ça c'est des émissions à bannir en fait. Cette baisse-là, elle est à bannir parce qu'en fait une baisse des émissions qui enfoncerait les plus précaires ou qui augmenterait la précarité dans les pays, ça va conduire à la guerre civile ça. Ils ne se rendent pas compte que derrière, derrière la question climat et écologique, il y a une question de paix et de sécurité. Aujourd'hui, nous qui avons vécu en Europe, on n'a pas connu de guerre. Ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, mais l'Europe de l'Ouest, par exemple, on n'a pas connu de guerre en Europe de l'Ouest depuis longtemps. Depuis plus de 70 ans. Ce que la question climat va faire, c'est que cette paix-là qu'on a connue, qui est une exception dans l'histoire de l'Europe, elle n'y sera plus, quoi. C'est pas gagné, la paix. Et c'est ça que ça remet en question. Pardon. Alors, pour les trajectoires, donc aujourd'hui, avec les politiques actuelles, lorsque tu mets tout ensemble, on estime qu'on va être à 3,1 degrés. Mais moi, je suis sûre que c'est pire que ça, parce que je sais comment on fait ces calculs-là. Parce que quand tu traduis une politique pour estimer l'impact réel de la politique, en fait, tu peux pas tout capter, et donc il y a une bonne partie qui disparaît, quoi. Donc c'est certainement pire que ça. Le fameux 1,5 dans l'accord de Paris, c'est pour la fin du siècle, c'est pour 2100. Et les scientifiques du groupe 1, là, les scientifiques de la physique du climat, ils ont dit que le 1,5, il faudrait regarder ça sur deux ou 3 décennies. Donc du coup, tu entends des gens dire, non, là on est à 1,2 de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc eux, ils disent, non, on n'a pas encore atteint le 1,5 parce qu'en fait, il faut le considérer sur plusieurs décennies. Mais ce qui se passe, c'est que toutes les politiques qui ont été adoptées, toutes les politiques que l'on a aujourd'hui, ce ne sont pas des politiques qui réduisent les émissions. Ce sont des politiques qui font passer les émissions ailleurs. Et tant qu'on n'a pas, parce que pour faire baisser les émissions, il faut des politiques de changement structurel. Et ça n'existe nulle part aujourd'hui. Il n'y a aucun pays qui a réussi à mettre quelque chose en place de près ou de loin? Non. En fait, ce qui se passe, tu as l'impression, les gens ont l'impression qu'il y a des choses qui se passent qu'on est sur la bonne voie. Si on prend le cas de l'Europe, la baisse des émissions en Europe, elle est due à la baisse de la production de l'industrie et elle est due au passage à l'augmentation de la part des renouvelables dans le mix énergétique. Mais tant que tu n'as pas réduit la demande, tant que la société reste organisée comme elle a toujours été organisée depuis qu'il y a les énergies fossiles, tu ne baisses pas tes émissions. Et ça, on l'a vu déjà aux États-Unis. Les États-Unis, quand ils sont passés du charbon au gaz, il y a eu une baisse. Donc, tu as une période de quelques années, ça dépend des pays. On va voir que ça va durer combien de temps en Europe. Tu as une période où tu as une baisse, et puis après, ça repart
parce qu'en fait, tu n'as pas travaillé sur la baisse, tu n'as pas travaillé sur la cause, tu as travaillé sur les symptômes. Pourquoi est-ce que les politiques qu'on a ne sont pas bonnes? Parce que toutes les politiques qu'on a sont des politiques qui travaillent sur le symptôme. En fait, c'est comme si quelqu'un qui a une tumeur, on va dire une tumeur de la peau. Si tu as une tumeur de la peau, tu vas voir le cancérologue et le cancérologue te donne une crème pour ta... Eh bien, certainement que tu vas pas voir les lésions... Tu vas masquer le truc, voilà. un petit peu, ça va soulager. Mais est-ce que tu penses que tu vas survivre si tu masques, si tu mets juste de la crème? Et toutes les politiques que l'on a, c'est des politiques qui mettent de la crème sur une tumeur, sur les lésions. Mais ça s'attaque pas à la tumeur. Tu avais dit, on sent bien que ces notions de climat et d'énergie sont très importantes par rapport à la stabilité de nos sociétés. Je me rappelle, on a fait une vidéo à Paris, c'était il y a bientôt 3 ans, où tu avais dit que le fait que le mix énergétique allemand change et qu'ils n'ont plus accès au gaz russe va créer une crise sociale dans quelques temps. Et j'ai été voir les chiffres. Toutes les usines de bagnoles sont en train de fermer. Ils sont en train de virer des 20 000 personnes par-ci, des 10 000 personnes par-là. Il y a de plus en plus de tensions sociales et qui se répercutent sur les décisions politiques, puisque l'AfD, qui est un parti d'extrême droite, trouve en fait son public en colère. C'est drôle que tu aies dit ça il y a quelques années en disant que l'énergie c'est important. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le changement climatique, en sachant, et je rebondis rapidement sur des données des dernières élections avec Donald Trump aux États-Unis, le fief des zones où il y a eu le plus de votes pour lui, alors ça, on sait que c'est multifactoriel, mais ce sont les zones en fait où il y a eu des démantèlements d'industries fossiles, que ce soit des raffineries de transformation. Ces États, ces pays, ces zones-là, c'est là où le vote populiste était le plus massif. Et on a l'impression que c'est un petit peu le dénominateur commun à partir du moment où la précarité arrive. Ça nous rappelle aussi à des moments de l'histoire, quand la précarité arrive, eh ben, on commence à voter pour des partis qui élisent des boucs émissaires dans le but de prendre le pouvoir, etc. Enfin, soit on ne va pas rentrer dans tout le détail historique. Mais le changement climatique est une véritable problématique, puisque le but, c'est de démanteler les infrastructures fossiles, de le réduire. Mais on a l'impression que le fait de faire des actions qui les réduisent, alors c'est pas qu'on les réduit, c'est que peut-être qu'on n'a plus les ressources, ou qu'on a perdu des contrats, ou qu'on est en clash avec Poutine, donc on n'a plus ça. Mais quand on voit les tensions sociales que ça crée derrière, en fait, quand on parle de transition écologique et sociale, c'est à ce moment-là en fait qu'on parle de tout revoir, notre façon. Je prends ici Valenciennes, on m'a dit il y a quelques instants que l'université a été construite dans un lieu où en fait où il y a des industries automobiles. Ces industries automobiles qui sont aussi impactées. Nous à Bruxelles, Audi va fermer. C'est toute une problématique. Ces gens-là sont laissés comme ça à l'abandon. Il n'y a pas de repreneurs. On parlait de repreneurs chinois. Il n'y en a pas. Ça crée une tension sociale pas possible où le responsable d'Audi s'est fait barricader, il s'est fait enfermer, il a été séquestré par les travailleurs pour dire à quel point ça se met en colère. Valenciennes subit aussi ça. Comment est-ce que justement on arrive alors à la fois à s'adapter à ces événements climatiques qui se produisent et comment est-ce qu'on change de modèle de société? C'est quoi les premiers piliers pour toi qui permettent d'éviter d'avoir des tensions sociales? Parce que tu as utilisé un mot fort, la guerre civile. Et moi j'aurais tendance à t'écouter parce que ce que tu m'as dit il y a 3 ans et qui se répercute aujourd'hui en Allemagne, je me dis tu as une boule de cristal qui est assez incroyable. Je voulais avoir ton avis sur ces piliers qui sont importants pour que ce soit plus de la pommade en quelque sorte. Ouais. Alors en fait, on ne peut rien faire dans le modèle économique dans lequel nous sommes, modèle politico-économique dans lequel nous sommes. C'est ça le problème. C'est-à-dire, est-ce que tu parles de capitalisme ou pas? Ben oui, bien sûr. Le cas de l'Allemagne, c'est un cas très très intéressant parce que l'Allemagne, dès la Seconde Guerre, en fait, ils ont inventé la société du marché, quelque chose comme ça en fait. Ils ont toujours été dans cette logique capitaliste, en opposition en RFA, en opposition à ce qui se passait à la RDA. Et ça n'a fait que s'amplifier avec le temps, en fait. Et la dépendance énergétique de l'Allemagne, elle a 2 dépendances, l'Allemagne. Elle avait une dépendance énergétique vis-à-vis du gaz russe, vis-à-vis des produits fossiles russes, et elle a une dépendance à l'export vis-à-vis de la Chine aussi. Donc en fait, l'Allemagne, quand nous sortait comme modèle tout le temps, parce que les gens sont intéressés uniquement par le nombre d'euros que l'Allemagne a fait, ben, l'Allemagne n'était pas du tout le modèle pour l'Europe. Mais il y avait beaucoup de gens qui le savaient. Quand tu regardes les chiffres, quand tu regardes la théorie économique derrière, c'est effrayant. Et donc en fait, il y a beaucoup d'écrits déjà depuis longtemps qui disaient que c'est une bombe à retardement qui commence à exploser maintenant, malheureusement pour les collègues allemands. Après, la vraie question, c'est
comment sortir du système politico-économique dans lequel nous sommes enfermés? Et là, c'est une question de démocratie, en fait, et nos démocraties sont malades. Et tu as tout à fait raison, on le voit en France, on le voit partout, l'extrême droite, le fait que les gouverneurs aient abandonné les populations, parce que c'est ça qui se passe. En fait, on a créé des déserts partout, des déserts de tout, des déserts d'école, des déserts de soins, des déserts de tout. C'est quand même incroyable pour faire de la compétitivité, pour que certains s'enrichissent, quoi. Avec en fait un vieux modèle de fonctionnement, des gens qui ont été formés à ça et qui appliquent ce type de politique, mais qui tombent sur la classe moyenne et sur la classe la plus pauvre. Ouais. C'est ce qui se produit. Et le truc, c'est que c'est comme ça qu'on a construit le nid de l'extrême droite. On l'a fait. Enfin, ils l'ont fait. Le problème, c'est comment sortir. Enfin, il faut une révolution, quoi. Une révolution en façon 1700... Non, sans couper les têtes, il faut une révolution. Il faut que les citoyens s'engagent, il faut que tout le monde s'engage. Parce que la question écologique, en fait, c'est la question de l'habitabilité de la planète. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que la planète, à 3 degrés, l'équivalent là, des fameux 3 degrés, pour la France, et ça doit être la même chose pour la Belgique, ça serait 4 degrés de température en moyenne par rapport à l'ère industrielle. Quand on dit 4 degrés en moyenne, ça veut dire qu'il va y avoir des endroits en France où on sera à beaucoup plus que 4 degrés. Sauf que déjà, à 4 degrés, on le sait, de par l'Afrique, etc., c'est pas vivable. Donc il va y avoir plein d'endroits qui vont pas être vivables chez nous. C'est difficile de capter pour certaines personnes, peut-être éventuellement les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, qui regardent cette vidéo, ou peut-être des gens dans la salle. 4 degrés, bon, on se dit pas, tiens, 4 degrés, ça peut fluctuer beaucoup. Alors je vais te dire, 4 degrés, on n'aura plus la production agricole qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Europe est autosuffisante si on compte dans l'Europe. En fait, on était autosuffisant en considérant que les céréales s'étaient produites en grande partie en Ukraine et en Russie. Et donc, on était autosuffisant. Donc, aujourd'hui, on est suffisant, on va dire. Et on n'aura plus la production agricole que l'on a aujourd'hui. À 4 degrés, on n'aura plus la disponibilité de l'eau potable que l'on a aujourd'hui. À 4 degrés, on ne va pas avoir la disponibilité de l'électricité que l'on a aujourd'hui, même si on passe tout en solaire. Et en éolien. À 4 degrés... Pourquoi? Comment est-ce que 4 degrés impactent l'électricité Parce que, tu vois, par exemple, en France, quand il fait chaud, les centrales nucléaires, tu es obligé de les éteindre. Parce qu'il faut les refroidir. C'est tout bête. Les trucs solaires, ils craquent. Tu vois, c'est vraiment tout bête, quoi. Parce qu'en fait, toutes les technologies que nous avons, ce sont des technologies qui n'ont pas été conçues pour un monde à 4 degrés. C'est des technologies qui ont été conçues pour un monde à beaucoup moins que 2 degrés, quoi. À 4 degrés, la biodiversité, je ne travaille pas beaucoup sur la biodiversité, mais on va perdre beaucoup plus d'espèces qu'aujourd'hui. Et à 4 degrés, on va avoir beaucoup de maladies qui vont revenir et d'autres qui vont réapparaître et on ne pourra pas se soigner. En fait, tout ce que nous avons connu, nos infrastructures vont craquer. Nos ponts, nos routes, tout ça va craquer à 4 degrés. C'est ça, 4 degrés. Et il faut que les gens réalisent que c'est 4 degrés. Il faut que les politiques comprennent que 4 degrés, ce n'est pas vivable. Il n'y aura pas de France, il n'y aura pas d'Europe à 4 degrés. Donc, on pourra pas... La chaîne d'approvisionnement est impactée. Tout est impacté. Et bien avant les 4 degrés. Hein. Et le problème, c'est pour ça que je dis qu'on est en situation de damage control. Donc, en fait, il faut se préparer à limiter des dégâts. Il faut qu'on se prépare psychologiquement à ce qui est... Il y a eu plus de 200 morts à Valence. Ça, c'est rien. Je sais que c'est beaucoup. Hein. Pour moi, 200 morts, c'est énorme. D'imaginer 200 personnes, c'est énorme. J'arrive à imaginer 200 personnes parce que j'ai déjà été dans des amphis où il y avait 200 personnes. Mais c'est énorme, 200 personnes qui meurent. Et bien, ça, c'est rien à côté des morts que l'on va avoir. Il faut imaginer, est-ce que nous sommes capables de vivre avec des morts? Avec tous ces morts-là? Eh bien, nous ne pourrons pas vivre avec ces morts-là. C'est pas possible. Même toi et moi, même des citoyens ordinaires, nous, on ne prend pas de décision politique, on ne pourra pas vivre avec tous ces morts. Et donc, la société que nous avons connue, aujourd'hui, on débat. C'est un luxe de pouvoir débattre. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Le luxe de pouvoir débattre dans une démocratie, on se rend compte quand on a vécu, quand on sait ce que c'est que les pays non démocratiques, que débattre est un luxe. Débattre sans prendre de risques. Moi, j'ai pris le train, je suis venue de Paris, je prends aucun risque en fait. Et tu vois, là je dis, ils font pas leur boulot les politiques.
Je risque pas d'avoir des flics qui vont aller me prendre d'ici dans un poste et m'envoyer quelque part. Non, si tu es activiste au Brésil ou dans d'autres pays, Voilà. c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, nos sociétés aussi vont changer dans cette direction-là. Parce que la tension, ce que tu dis là, ce qui est en train de se passer en Allemagne, il faut vraiment observer de très très près ce qui se passe en Allemagne. Ce qui est en train de se passer en Allemagne, c'est un très 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 mauvais signal pour l'Europe. Pour nous, pour le vivre ensemble en fait. Oui, et puis la France et l'Allemagne, c'est les deux piliers de l'Union européenne. À partir du moment où il y a des grosses déstabilisations, effectivement, ça peut influencer le reste. On parlait justement de vulnérabilité. On a compris avec le deuxième rapport du GIEC que changement climatique à 2 degrés, c'est 3,3 milliards, donc la moitié de l'humanité, qui est impactée de façon directe. Le reste est impacté de façon plus indirecte. Tu vas faire tes courses au supermarché, il y a des trucs qui disparaissent, il y a des trucs que tu n'as plus. Le prix de l'électricité augmente parce que tout ce qui est approvisionnement coûte de plus en plus cher. Toute la chaîne d'approvisionnement, d'ailleurs c'est un rapport, on a fait une vidéo qu'on a mis sur la chaîne Limite, que je vous mets ici en description, qui est un rapport européen d'un bureau environnemental de l'Europe, qui a dit que déjà en ce moment, la chaîne d'approvisionnement est impactée et qu'à 2 degrés, elle sera généralisée pour tout. Donc, pour le cidre qui vient de Dunkerque, pour le champagne, pour absolument tous nos biens de consommation, ça va être impacté de près ou de loin, y compris ce qui vient de très loin ou de ce qui vient d'à côté de chez nous. À partir de ce moment-là, moi, je me suis fait une remarque, je me suis fait une petite réflexion. J'habite dans une maison qui est assez vieille et qui demande beaucoup de réparations. Chaque année, il y a un truc qui pète et il y a un machin. Et les réparateurs, ils disent, ah, désolé, il va falloir 2 semaines. Je dis, pourquoi? Ah, parce que ce truc-là, il est produit super loin et que je sais pas, on a un problème. Ah, ben, celui-là, désolé, on n'en fait plus. Il va falloir changer toute la structure. Et je remarque donc, entretenir cette maison, ça coûte de plus en plus cher. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à partir du moment où il y a le changement climatique qui touche cette chaîne d'approvisionnement et en même temps qui déstabilise la zone? Parce qu'on m'a dit que j'habitais dans une zone où si un seul jour, et ça me fait flipper, hein. Chaque jour je me réveille en disant, par pitié, que la pluie ne me tombe pas dessus comme un vervier. Pour ceux qui ont suivi l'actualité en Belgique, Verviers en 2021, l'eau est montée, a dépassé, est arrivé au 2e, 3e étage, ça a dépassé des maisons. Ça ne s'est jamais produit depuis que Verviers a été construite en bas de vallée. L'eau n'est jamais montée aussi haut. On a eu malheureusement 200 morts. Il a fallu 1 an pour se réadapter, donc 1 an pour tout déblayer, tout a été mis sur une longue autoroute abandonnée, ça a été filmé avec un drone et à perte de vue on voit les déchets, tout ce qui a été récupéré et 1 an pour s'en remettre. Et moi je prie parce que un expert nous a dit, ouais mais en fait si on a la trompe d'eau qui est tombée sur Verviers et qu'elle tombe juste ici dans la rue, la maison s'effondre. Parce qu'à côté, il y a une zone ultra fragilisée. Elle dit, cette zone elle est fragile, il suffit qu'un jour, vous êtes trop d'eau, votre maison s'effondre et ça fait un château de cartes avec le reste. Je suis en flip. Et je suis encore plus en flip parce que mon travail, c'est d'étudier ces questions-là. Donc, je ne dis pas à quel point. Mais alors, aujourd'hui, on parle d'atténuation. Atténuer. Toi, ton travail, c'est d'expliquer des choses et ça fait pas plaisir. Je suis très honnête, hein, pas à moi en particulier, mais tu parles d'une notion qui fait encore beaucoup frémir quand je vais dans des universités, que je discute dans des entreprises. Je parle du mot sobriété. Sobriété, ça fait très peur. Et à la fois, quand je parle de sobriété au Sénégal, chez mes cousins, dans le pays de mon père, on se fout de ma gueule en disant, mais frère, on est déjà dans la sobriété, et regarde, c'est tout ce que tu nous envoies d'Europe pour le travail. Eux, ils sont dans la pauvreté. Ils sont pas dans la sobriété. Encore pire. Voilà. Je voudrais que tu nous expliques justement cette notion de sobriété. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais, en fait, l'élément central pour pouvoir s'adapter à tout ce qui se produit déjà en ce moment? Alors la sobriété en philosophie, c'est l'une des théories de justice en fait. Et la sobriété, ce qu'elle nous apporte par rapport aux autres théories, c'est qu'elle parle d'équité. C'est différent de l'égalité. En France, par exemple, dans la devise républicaine française, on a l'égalité. L'égalité, ça veut dire qu'on a tous droit à la même chose. Donc, quel que soit où tu habites en France, tu es censé avoir une école publique. Bon, ils ont fait beaucoup de déserts, mais bon, les enfants peuvent toujours aller à l'école. Sauf que une école dans le 93, ça n'a rien à voir avec une école dans le 5e arrondissement à Paris. Et donc, sans compter, déjà, ça n'a rien à voir, et sans compter qu'il est très probable que les enfants qui sont dans les quartiers populaires, qu'ils aient besoin d'aide pour maîtriser la langue, qu'ils arrivent à l'école sans maîtriser la langue française. Alors que les enfants qui habitent dans le 5e, ça, c'est peu probable que ça se produise, tu vois. Et donc l'égalité ne permet pas de réparer les inégalités dont on hérite au moment, en fonction de là où on est né, le lieu où on est né ou la famille dans laquelle on est né. L'équité, c'est l'inverse. L'équité, elle permet de rectifier en fait.
Et donc, la doctrine de la sobriété, en fait, la sobriété, tu peux retrouver des traces dans la Grèce antique, etc. Mais la sobriété pour les questions de soutenabilité, d'habitabilité de la planète, ça c'est plutôt récent. Et donc, le premier à avoir fait ça, c'est très intéressant parce que c'est un philosophe d'origine allemande, mais qui était à Princeton, aux États-Unis, en 83. Il a mis tout ça ensemble. Il est retourné très loin dans les textes. Et puis, il a dit, la sobriété, en fait, c'est une théorie. Lui, il parle de sobriétisme. C'est une théorie de justice. Ensuite, lui, ce qu'il avait dit, c'est que ce qui compte, c'est que chacun d'entre nous est suffisamment. C'est pour ça que certains traduisent sobriété par suffisance, parce qu'ils se sont arrêtés au texte de ce monsieur-là. Et ensuite, ça a été beaucoup critiqué parce qu'en gros, lui, il dit, à partir du moment où on a tous le minimum nécessaire, on s'en fout un peu de ce qui se passe au-dessus. Donc, en gros, on s'en foutrait qu'il y ait quelques-uns qui soient des trimilliardaires, quoi. À partir du moment où on a tous accès. Donc ça a été beaucoup critiqué. Et puis, il ne dit pas où est-ce que tu mets le minimum. Et ensuite, il y a eu un travail, mais c'est une critique, c'est comme ça qu'on avance en science. Hein. Et donc, la version améliorée aujourd'hui dit que, en fait, c'est pas juste un minimum, c'est un minimum et un maximum. Donc, il te faut un plancher et un plafond. Parce que quand tu passes un moment donné, une fois que tu as acquis le minimum, si je prends l'exemple du logement, on a tous besoin d'un toit. Donc, une fois que tu as eu ton premier toit, certains d'entre nous ont des résidences secondaires. En fait, le toit que tu as, le premier, ta résidence principale, c'est pour répondre à un besoin primaire de l'être humain d'être dans un toit. Le deuxième, ta résidence secondaire, c'est un autre besoin. Tu as envie d'avoir une maison en plus pour tes vacances, tu vois. Et donc, ils ont dit, c'est pour ça qu'il faut mettre un cap au maximum. Ce qui se passe, c'est que la France, par exemple, la France est le seul pays de l'Union européenne où le mot sobriété apparaît dans la loi sur la transition énergétique de 2015. Mais malheureusement, en France, la sobriété est entrée dans le débat public par une très mauvaise porte. Elle est entrée par la question énergie, pour réduire la demande en énergie. Et comme tu peux pas, si tu changes pas l'ensemble du système, tu peux pas réduire la demande. Et puis après, ça s'est retrouvé sur l'injonction pour le changement de comportement des individus et le 19 degrés, le pull au vert, etc. La sobriété, c'est pas du tout ça, en fait. Lorsque tu retournes dans les textes, la sobriété, en sociologie, donc ça c'est la partie philosophique, donc tu as un minimum et un maximum. En sociologie, la sobriété, c'est un principe d'organisation de la société. Donc en fait, c'est une question démocratique, quoi. Comment est-ce qu'on vit ensemble? C'est le vivre ensemble. Et donc la sobriété, c'est beaucoup plus proche de l'habitus de Bourdieu. En vérité, de la practice theory. Et d'un point de vue économique, la sobriété, c'est l'intégration de la seconde loi de la thermodynamique, dont personne ne parle, parce que la première loi, c'est dit en gros, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. C'est ça qui donne l'économie circulaire, le recyclage, blablabla. Oui, sauf que si tu continues à prendre des ressources comme ça, ça va pas. Et puis quand tu recycles, par exemple, en raison des caractéristiques intrinsèques des matériaux, etc., ça se dégrade. Tu as vécu l'expérience du papier recyclé, c'est pas la même qualité que le papier d'origine que tu avais. Donc en fait, quand tu recycles, tu fais autre chose. Tu inventes un autre service, tu vois. Alors que la sobriété, en fait, c'est d'intégrer ça dedans et d'intégrer la matière en plus de la question d'énergie. Mais ça, c'est pas du tout ce qu'on fait. Tous les fameux scénarios là visant la neutralité carbone, que ce soit ceux qui atterrissent dans le rapport du GIEC ou ceux de la Commission ou ceux des États membres, il n'y a rien du tout sur l'impact matière. Il n'y a rien du tout. Donc en fait, c'est que les flux d'énergie, tu vois. Et donc, moi, les gens qui me disent la sobriété, ça fait peur, mais en France, donc ça la partie équité, la partie, ce que les gens appellent justice sociale, que la sobriété nous apporte, qu'aucun autre concept de durabilité nous apporte, n'a jamais été débattu en France. Donc la sobriété, en France, après la loi, on a fait beaucoup de décrets anti-sobriété. Et ensuite, on arrive en 2022, la sortie du rapport du GIEC où le mot sobriété apparaît avec une définition. Et la crise énergétique en raison de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron qui demande à son gouvernement de faire des plans sobriété. Lorsque tu regardes le détail des plans sobriété,
En fait, il n'y a pas du tout de sobriété dans ces plans-là. C'est des plans d'injonction au changement de comportement des individus qui a mis la pression sur la pression morale sur les épaules de chaque individu pris séparément. Parce que pris séparément, on est faible. On est fort uniquement ensemble, en fait. C'est pour ça que c'est une question démocratique. Et après, même quand tu regardes les propositions qui ont été faites par les acteurs, entre guillemets, de la sobriété en France, elles vont dans le même sens que celles du gouvernement, quoi. Et moi, quand on me dit la sobriété, l'acceptabilité de la sobriété, etc., c'est parce qu'on réfléchit, la plupart des gens, encore une fois, réfléchissent la sobriété. Toi, tu parles de transition. Moi, je pense qu'il faut une métamorphose. La transition, c'est pas suffisant, parce que la transition, tu gardes le système tel qu'il est, tu fais des corrections. Mais en fait, le système déraille complètement. Tu peux pas faire de corrections. Et on n'a pas le temps. En fait, il y a une chose qu'on réalise pas beaucoup avec la question écologique. Ce dont nous manquons terriblement, c'est le temps. Le budget carbone qui reste, il est très réduit. J'ai refait le calcul hier pour l'Union européenne. Si on se partageait de façon équitable le budget carbone qui nous reste, on ignore notre responsabilité passée. Parce qu'on va considérer... Au début, j'avais fait un calcul en considérant la responsabilité passée. Et puis, tout le monde me disait, mais moi, je suis né maintenant, j'ai aucune responsabilité, etc. OK, on ignore. On se dit, à partir de maintenant, on partage le budget carbone qui nous reste de façon équitable. Ça paraît logique. Le budget carbone qui est une forme d'économie, c'est l'économie. C'est aussi l'économie. Le budget carbone qui reste, c'est l'économie. Oui, alors, et qu'est-ce que ça donne? L'Union européenne devrait être neutre en carbone en 2030. Nous, notre objectif, c'est pour 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a déjà prévu d'émettre, en fait, toutes les émissions qu'on planifie. On planifie des émissions entre 2030 et 2050 pour un budget carbone qui n'existera plus, en fait. Elles pourront aller nulle part, ces émissions-là. Et c'est ça qui est justifié par la capture du carbone, le stockage, etc., les technologies qui sont 1 million de fois inférieures à ce qu'il faudrait, enfin ce qu'elles devraient faire. Donc, c'est les derniers chiffres qui sont sortis. Et donc, du coup, quand on me dit la sobriété et l'acceptabilité de la sobriété, il faut d'abord expliquer que la sobriété, c'est une question d'équité. Ça relève de la théorie de la justice en philosophie. Moi, j'ai déjà c'était un journaliste qui m'avait posé la question. Je lui ai dit, la sobriété, c'est l'équité. Sobriété, ça veut dire que chacun d'entre nous, il n'y aura plus de précarité énergétique. Vous êtes pour ou contre? Je suis pour. Et qu'il n'y ait plus de précarité énergétique. Donc, vous êtes pour la sobriété. La sobriété, ce n'est plus de la précarité à l'emploi. Vous êtes pour ou contre la précarité à l'emploi? Je suis contre la précarité à l'emploi. Et je lui donne plein d'exemples de précarité. La sobriété, c'est une question de justice, en fait. Après, je lui dis, pourquoi vous refusez la sobriété? Et là, il dit, ah ouais, mais je ne la voyais pas comme ça. En fait. Top. C'est rapide. Vous êtes déjà à la moitié de la vidéo ou de ce podcast. Et on avait le choix, soit de vous mettre une publicité pile maintenant, soit de vous parler de l'Odyssée du vivant. Et on est d'accord que parler de tout ce qui est en rapport avec le vivant est nettement plus intéressant qu'encore un énième greenwashing ou alors une publicité pour un soda. Nous passons au next step, à l'évolution de limites. Et ça, c'est grâce à vous. On a décidé d'aller à votre rencontre. Vous êtes très nombreux à nous envoyer plein de messages pour dire, regardez, on travaille sur tel et tel projet. Des chercheurs, des scientifiques qui nous invitent même à venir au cœur même de leur sujet d'étude. Eh bien, c'est ce que Limite s'apprête à réaliser. Et pour ça, ce n'est possible que grâce à vous. Vous êtes déjà très nombreux à nous avoir aidés. Du fond du cœur, merci. Et si jamais vous désirez mettre votre petite pierre à l'édifice, il n'y a pas de petite contribution. Toutes les infos sont en description. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On a l'impression que le mot a été dévoyé à dessein d'ailleurs, parce qu'on fait croire que la sobriété, c'est simplement, on va te priver de liberté, c'est l'écologie punitive, on va t'empêcher de prendre ton SUV, tu pourras plus prendre l'avion pour aller à tel endroit. On a l'impression que c'est un discours qui vient de personnes qui peuvent se permettre, puisque la moitié de la population française ne prend pas l'avion, je tiens à le préciser. Et on a l'impression que c'est un discours qui découle sur des gens, on donne la sensation à des personnes de la classe moyenne, de la classe la plus pauvre, de dire en fait vous allez être encore plus privés, alors que l'idée c'est plutôt de répartir équitablement pour que tout le monde puisse bénéficier. Je veux dire, par exemple, l'idée c'est d'arrêter de prendre l'avion, mais de calculer par rapport au budget carbone qui reste et de se dire ok, on sait qu'il y a des personnes qui le prennent chaque semaine, on sait qu'il y a des personnes qui le prennent une fois par mois pour partir, et de pouvoir laisser des personnes qui l'ont jamais pris le prendre occasionnellement, mais tout en étant dans une courbe de diminution. Est-ce que le raisonnement est correct? En fait, la sobriété, en vérité, c'est la partie contrainte de la sobriété, c'est une contrainte pour ceux qui ont une empreinte carbone très très élevée, et ceux-là, ce sont les plus riches. Mais c'est eux qui tiennent les médias, si je peux me permettre, enfin quelques-uns, et qui disent, on a l'impression qu'ils défendent un petit peu leurs intérêts là derrière. Mais bien sûr, il y a un conflit d'intérêts réel, mais c'est parce qu'on a tout privatisé. On a privatisé les médias, on a privatisé la recherche, on a privatisé l'éducation.
ben, il faut pas s'étonner, quoi. Lorsque tu regardes dans l'histoire, lorsque tu lis les choses, c'est juste choquant comment est-ce qu'on a laissé faire. Ben, c'est pas du tout étonnant qu'on en arrive là. Le problème qu'il y a, c'est que la crise écologique, et dans la partie climat est très importante dans la crise écologique, c'est pas négociable. Tu peux pas négocier avec la planète Terre. En fait, c'est comme quand tu te réveilles le matin, tu as 42 fièvres. Ta tête te dit, bah, aujourd'hui, je vais aller faire une conférence, je vais aller voir Yamina. Mais ton corps ne suit pas. C'est impossible, quoi. C'est ça qui va se produire. On ne peut pas jouer avec la nature. On ne peut pas. On a cru. Pour moi, c'est une remise en question de... Moi, je suis ingénieur à la base. Moi, j'ai été formée à dompter la nature, à optimiser l'utilisation de la nature. J'ai été formée à ça, comme tout le monde. Enfin, comme tous ceux qui viennent des sciences dures et des sciences de l'ingénieur en particulier. Mais lorsque tu te rends compte que tu ne peux pas faire ça, ça remet en question, en fait, comment tu t'es construit intellectuellement. Ça remet, pour moi, ça a même remis en question Descartes. Pour moi, remettre en question Descartes, c'est fort. C'est intéressant. J'ai l'impression qu'il faut revoir les choses complètement à l'opposé et trouver le plaisir et le bonheur. Comment est-ce que culturellement, on amène ces notions-là qui permettent, parce que la sobriété, si tu n'es plus dépendant d'un mode de vie énergivore, donc déjà, bah, ça pourrait mathématiquement te coûter moins cher, tu sais, avec cet effet Veblen, de se dire ah bah tiens, lui il roule avec cette Mercedes, j'ai envie de la même Mercedes, tout ça c'est beaucoup d'énergie, tout ça c'est beaucoup de moyens, il faut les capacités de le faire, et que si on n'y arrive pas, on se sent déclassé, et donc forcément on se sent éjecté de la société, on n'arrive plus à avoir le même train de vie que les autres personnes. Mais comment est-ce que culturellement parlant, on parvient à créer une forme de plaisir dans la sobriété, dans cette forme d'adaptation, de sortir en fait de ce jeu du Monopoly auquel on est tous en train de jouer littéralement. Et je pense absolument à toutes les générations, parce qu'on dit souvent oui mais les jeunes générations sont très éveillées par les questions climatiques, de nature. Je fais beaucoup de collèges et de lycées, c'est la grosse moula, c'est la grosse bagnole, c'est les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram, sans généraliser bien sûr tout le monde, ce serait trop gratuit de balancer un truc comme ça. Même moi en vérité, moi la vie que je voulais mener, c'était la vie de 50 Cent. Et 50 Cent, dans son album, si je peux me permettre, en 2002, c'était Get Rich or Die Trying. Tu prends le cash, et si jamais tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu meurs. Enfin, je veux dire, j'ai été éduqué comme ça. Le changement culturel, il est solide quand on te dit que pour réussir, et surtout, je parle on est dans un système très hiérarchisé, où la personne qui est dans le village le plus reculé, que ce soit à Kafountine, au Sénégal, en Casamance, à Dakar ou tout ce que tu veux, est exposée à ce modèle de réussite qui est d'avoir de la possession matérielle, donc des biens de consommation, un mode de vie énergivore, c'est difficile. Comment est-ce qu'on transforme culturellement parlant les choses pour que ce soit plus facile, mais surtout avec le laps de temps qui nous reste? Alors il y a la publicité, il y a les médias, et la publicité joue un rôle très important. Moi je me souviens d'un projet européen où on avait été invité dans un coin très éloigné en Italie, ils nous ont fait un retreat. Et on nous posait, parce que le projet portait sur l'utilisation des sols en Europe en 2050. Et l'animateur était très malin, donc au début, il vient avec des questions du style la maison de tes rêves, quoi, et le logement de tes rêves. Et bien, la plupart des gens avaient répondu, je pense qu'il y avait 95% qui avaient répondu une maison individuelle avec un jardin, une piscine, etc. Et puis après, on sort de ce jeu-là et on rentre dans le jeu plutôt de modélisation, d'exercice et tout. Bah oui, on peut pas avoir tous des maisons individuelles, donc on a prévu du collectif. Et ça, c'est des scientifiques qui ont fait ça. Et ça, pourquoi? Parce qu'après, lorsque tu essaies de regarder pourquoi, on a tous grandi avec l'image de... Lorsqu'on te parle de maison individuelle, les images qui reviennent, c'est une famille heureuse avec un barbecue et le jardin, etc. Et lorsqu'on te parle du logement collectif, on te passe plutôt des banlieues où il y a des problèmes, les voisins qui ne s'entendent pas, les immeubles qui sont sales, etc. Ou alors des hippies là-bas. Voilà, personne n'a envie d'habiter dans un immeuble sale, d'avoir des problèmes, d'avoir du bruit, etc. Donc tout le monde rêve de calme. Et cette image-là, elle est ancrée, mais cette image-là, elle n'a pas toujours existé. C'est ça qui, en fait, elle existe en France, par exemple, c'est depuis les années 50 qu'elle existe, cette image-là. Aux États-Unis, ils ont commencé le marketing au moment de la crise de 29. Il faut retourner à la crise de 29 pour comprendre les dégâts qui n'est toujours pas résolus. C'est parce que la crise de 29 n'a pas été résolue qu'on en est là aujourd'hui. Et donc, le défi, c'est que malheureusement, tout a été privatisé
Et du coup, tu ne peux pas regarder un programme télévisé sans être assommé par la pub. Moi, j'ai découvert la pub très, très, très tard dans ma vie. Et donc, du coup, moi c'est le Club Dorothée. Moi, j'ai jamais aimé, j'ai jamais compris pourquoi ils nous mettaient ça, quoi. Mais si, c'est facile. Un dessin animé qui te vend du rêve, tu aimes beaucoup, et après, tu achètes le jouet derrière, et en fait, ton petit rêve se transforme en réalité. Et après, ça se transpose dans le reste de ta vie, quoi. Ouais. Après, là où je suis d'accord, c'est très, très difficile. Moi, je me souviens à une réunion, quand ça faisait, je crois, 15 ans qu'on était sortis de notre école d'ingénieur, une réunion de tous les anciens élèves. Et tout le monde était arrivé avec une grosse bagnole. Moi, je n'avais pas de voiture. Et donc, j'étais allée avec une copine, et donc quelqu'un me dit, mais t'as quelle voiture? Qu'est-ce que t'as comme voiture? En fait, les discussions au bout de 15 ans de travail, c'est qu'est-ce que t'as comme bagnole? J'ai dit, je n'en ai pas. Et la réponse est, tu n'as pas de boulot? Non, c'est juste que je n'en ai pas besoin. J'ai pas de voiture parce que je n'en ai pas besoin. Mais je me suis rendu compte plus tard qu'être dans la situation de ne pas avoir besoin d'une voiture, c'est un luxe. Je n'avais pas réalisé à l'époque. Aujourd'hui, je réalise que c'est un luxe. Moi, j'habite dans Paris. J'ai pas besoin d'avoir une voiture dans Paris. Mais ça, c'est un luxe que la plupart de nos concitoyens n'ont pas. Et avant, je le réalisais pas, même moi. À l'ancienne, hein. Voilà. Et donc, du coup, au lieu de dire aux gens, n'ayez pas de voiture, il faut d'abord mettre en place la solution. Il faut rendre la voiture ringard. Aujourd'hui à Paris, moi je me souviens quand j'étais étudiante il y a 25 ans à Paris, il y avait des gens qui venaient si on devait dîner ensemble, il y avait des gens qui venaient en voiture. Et venir à vélo ou venir en métro, ça faisait bof, même à Paris, alors qu'il y avait un service de transport public très important. Aujourd'hui, j'étais à un dîner il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui est venu en voiture, tout le monde s'est moqué de cette personne-là. Tout le monde. Et après, les gens lui ont demandé, on espère que c'est pas un SUV que tu as. Mais pourquoi? Parce que la ville a ringardisé, il faut ringardiser. Mais encore une fois, pourquoi ça s'est fait? Parce qu'il y a eu des politiques de la ville pour faire ça. Et donc, tu reviens encore une fois, c'est une question politique et c'est une question démocratique. Dans quelle société on veut vivre? Voilà. Et où est-ce que les voitures sont encore utiles et en fait indispensables? Dans quels endroits elles sont indispensables? Je donne un seul les chiffres de Bruxelles, c'est plus ou moins la même chose pour toutes les villes. À Bruxelles, la moitié des déplacements sont en voiture, pour faire en moyenne 2 km. C'est pareil en France. C'est dans toutes les villes, Lyon, Grenoble, dès qu'on est dans une ville, c'est plus ou moins le même ratio. C'est intéressant et au final, c'est vrai que des politiques de réduction de la voiture qui peuvent s'appliquer tombent aussi dans les campagnes où elle est indispensable, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de transport en commun. D'ailleurs, une carte qui est sortie de la France, des zones qui ne sont pas desservies par les transports en commun. J'étais choqué de voir qu'il y avait beaucoup de zones en rouge où il n'y a pas de transport en commun. Et chez ces gens-là aussi, effectivement, il faudrait d'ailleurs peut-être faire un corollaire avec les cartes, justement, de la taxe carbone qui ont créé les gilets jaunes. Sûr. Il y a certainement des liens de corrélation. Mais c'est pire que ça. L'autre jour, mon doctorant qui habite parce qu'il a son co-directeur de thèse qui est à Lyon. Donc, il était à Paris. Il a été à Lyon voir son co-directeur de thèse. Il devait être dans son laboratoire de recherche. Et lui, il habite à Bordeaux. Et il m'a dit, je l'appelle, je lui dis, t'es rentré? Il m'a dit, non, je me rends à Paris. Je lui dis, tu reviens à Paris? Il fait, non, parce que pour aller de Lyon à Bordeaux, le plus court, c'est de passer par Paris. Je lui dis, mais je croyais que ça n'existait plus, ça. Il fait, mais non, mais tu te rends compte? Mais c'est ridicule, c'est une aberration. Mais bien sûr que si ce jeune homme-là n'avait pas la conscience environnementale qu'il a, il aurait pris une voiture, ça aurait été beaucoup plus simple pour lui que de faire un trajet de plus, quoi. En tout cas, on comprend bien à quel point les questions d'énergie, de sobriété et de changement climatique sont importantes pour notre avenir. Moi, je voulais te demander si tu avais des conseils à donner à des écoles, puisqu'on est regardé, et ici on est bien sûr à l'Université de Valenciennes, l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Lorsqu'on est dans des sections, ou je devrais dire dans un institut tel que Société et Humanité, qu'est-ce qui est important à mettre en place avec ces élèves? Parce que je pense qu'on est en plein dedans, à partir du moment où on parle de société et d'humanité, par rapport à toutes ces questions de limites planétaires, de changement climatique et d'adaptation et d'atténuation. Ce serait quoi les premiers conseils si toi, tout d'un coup, tu devenais rectrice? Qu'est-ce que tu mettrais en place directement, par exemple? Alors moi, je ne séparerais pas les sciences humaines du reste. Je mettrais des sciences humaines partout. J'imposerais les sciences humaines partout. Moi, j'ai été formée dans une école d'ingénieurs et c'est un désastre. L'être humain n'existe pas. Moi, j'ai été formée à optimiser les systèmes énergétiques et aquatiques. Et l'humain n'existe pas. Et je pense que, je ne sais pas pourquoi, historiquement, les sciences humaines n'ont pas pris le dessus sur la question climat. Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est bien dommage.
C'est comme ça qu'on retrouve avec des technosolutionnistes en puissance, quoi. Donc, ils sont absents du débat. Et je dirais que moi, je mettrais les sciences humaines partout, j'imposerais les sciences humaines partout. Il faut faire de l'empowerment pour faire monter les experts des sciences humaines sur ces questions-là. Parce que c'est une question d'organisation de la société. Ce n'est pas les ingénieurs qui vont résoudre ce problème-là. Si tu pouvais créer une loi, avant de passer aux questions du public, créer une loi internationale, c'est-à-dire que cette loi, tous les pays sont obligés de la mettre en place, ce serait laquelle? Ah, internationale. Genre la COP demain, son travail n'est plus de proposer aux États, mais elle peut imposer. Ça y est, elle peut entre guillemets gouverner. Bon, c'est pas du tout le cas. C'est une instance onusienne qui ne peut pas le faire, mais qui tout d'un coup demain, voilà, une loi peut passer et tous les pays doivent l'appliquer. Ce serait quoi? Je dis bien tous les pays, les riches comme les pauvres. Ça, c'est pour compliquer la chose. Toutes les zones, les villes comme les campagnes. Je sais pas, j'ai jamais pensé à ça. Ah ben voilà. Je sais pas, je vais réfléchir pour la prochaine fois. Je te laisse réfléchir. Pour la prochaine fois. On va prendre les questions du public. On a Bertrand qui est là avec le micro, il suffit de lever la main. On vous passe le micro avec plaisir et vous pouvez poser votre question. Et vous aussi, bien sûr, en commentaire de cette vidéo, si vous en avez, posez vos questions et moi je les enverrai à Yamina. Et Yamina, non, tu sais quoi, je t'enverrai les liens et tu vas répondre aux commentaires qu'on nous enverra. D'accord. Voilà, ça prendra du temps. Je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires à mon avis. Vous parliez de l'intégration des sciences humaines dans les écoles universitaires, mais vu l'impact qu'il faut donner à l'ensemble de la population, ne faudrait-il pas commencer beaucoup plus tôt au développement durable, en faire un enseignement, en faire à ce que les programmes soient obligatoires à partir de 5-6 ans et qu'on éduque tous les enfants pour qu'ils puissent, maintenant même si ce n'est pas nécessaire, on a parlé de développement de l'éducation sexuelle. Dans les écoles, ça a été un débat. Je n'ai jamais entendu de débat sur le développement durable à l'école à partir du primaire. Est-ce que ce serait possible de pousser en ce sens-là? Oui, alors je pense qu'il y a déjà des choses qui se font, mais on parle aux enfants des déchets, séparation des déchets, traitement des déchets, etc. Il y a une complexité, je ne sais pas à partir de quel âge il faut commencer, il faudra voir avec les psychologues, mais il faut commencer très tôt, ça c'est sûr. Et pas juste au niveau universitaire. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'au niveau universitaire, c'est quand même les universitaires qui se retrouvent, après, soit experts, soit scientifiques, à faire des recommandations qui se traduisent après en politique. C'est pas tous les enfants qui vont à l'école, qui rentrent à l'école primaire, qui se retrouvent à l'université. Donc déjà, faire converger, former les autres aux humanités, c'est pour moi crucial. Mais je suis d'accord avec vous, le plus tôt on commencera, mieux ça sera. Bonjour. Et tout d'abord, merci parce que j'ai été agréablement surpris dans votre approche quand vous avez parlé de production colonialiste vis-à-vis quand on comparait un peu les différentes projections, que ce soit pour les pays du Nord et du Sud. C'est clairement pas ça que je m'attendais en venant et du coup je suis très content d'avoir pu entendre vraiment cet aspect. C'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent quand on parle de développement durable. Et du coup, pour rester dans ce thème, je voulais vous demander, du coup, quelle est l'approche que devraient prendre les pays du Sud en général, justement vis-à-vis du développement durable? Démanteler les infrastructures néocoloniales. L'industrie, c'est pas forcément le mode de consommation. Quelles seraient les mesures qu'elles pourraient adopter à leur échelle? Moi, je pense que les pays du Sud, ils devraient d'abord cesser d'aller à la COP et tous ces meetings-là qui servent strictement à rien, où ils se font avoir. Parce que si ils n'y vont pas, eh ben, ça sera clair. Ça sera clair que c'est 20 pays qui décident pour le reste du monde. Après, il y a un très grand défi dans les pays du Sud, c'est le manque de compétences techniques. Et vu tous les problèmes qu'il y a dans les pays du Sud, c'est très difficile. Pendant qu'on travaillait pour le rapport du GIEC, moi j'avais perdu mon travail à cause du traité sur la charte de l'énergie et j'avais décidé entre-temps j'avais eu mon fils et j'avais décidé de passer du temps à lire. Ça aussi c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre dans les pays du Sud. Déjà rien que l'accès à la littérature scientifique, ils n'ont pas accès à la littérature comme nous. Et pendant la période où on travaille sur le rapport du GIEC, c'était pendant le Covid. Et donc, parce que normalement, les réunions du GIEC, quand on travaille pour le rapport du GIEC, il y a 4 réunions où ils sont invités partout. Et donc, là, il y a une réunion dans 2 semaines à Kuala Lumpur.
Et alors que quand il y a eu le Covid, donc on a travaillé en ligne. Donc moi, je trouvais ça génial. Moi, s'il n'y avait pas eu le travail, travailler sur Zoom, j'aurais pas pu continuer à faire le travail pour le GIEC parce que j'étais enceinte et j'allais pas partir à Perpète-les-Oies à plusieurs kilomètres d'altitude, etc. Et je n'avais pas du tout réfléchi. Moi, je trouvais ça génial. Je m'étais pas posé la question de comment est-ce que les collègues dans les pays du Sud arrivaient à travailler. Et ben, il s'est avéré qu'en fait, ils se sont retrouvés exclus parce que Internet ne fonctionne pas comme chez nous. Et il y a des coupures d'électricité. Vous voyez, l'autre jour, je parlais avec une collègue d'Afrique du Sud et il y a eu une coupure d'électricité. Mais elle m'a prévenue. Elle m'avait dit, on va avoir des coupures dans la journée, donc si jamais ça se coupe, je te reviendrai vers toi après. On ne peut pas travailler comme ça. Pas dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc, il y a ce décalage-là qui fait que les pays du Sud, il y a un rattrapage à faire énorme. Je ne sais pas comment il faut faire pour faire ce rattrapage-là. C'est juste que la question du changement climatique, ça rajoute une couche supplémentaire des inégalités, aux inégalités existantes entre le Nord et le Sud. Parce que pour qu'il y ait une prise de conscience dans les pays du Sud, vous voyez, si je prends par exemple l'Afrique, dans le cadre des travaux du GIEC, en vérité, l'Afrique, elle se résume à l'Afrique du Sud, dans la pratique. Les auteurs connus, les auteurs qui contribuent, parce que l'Afrique du Sud, ils ont accès aux publications, même s'ils ont des coupures d'électricité, mais c'est pas comme le reste de l'Afrique subsaharienne. Et puis c'est en anglais, parce qu'en Afrique du Nord, je pense qu'il y a moins de coupures d'électricité, mais comme c'est des francophones, donc ils sont exclus à cause de la langue. Enfin, ils sont pas exclus, c'est-à-dire dans la pratique, ils n'arrivent pas à contribuer pour des raisons linguistiques. Et entre-temps, j'ai la réponse à ta question. Ah, trop bien. Qui était la loi que tu mettrais interdiction de la publicité. Partout dans le monde. Partout. Sauf si c'est institutionnel ou UNICEF. Voilà. Ou, moi, j'ai connu des publicités où, par exemple, parce que moi, j'ai grandi à Alger, et il y a une publicité qui m'a marquée quand j'étais petite. J'étais petite. Il y avait eu un problème d'eau. Et donc, il y avait une publicité où il y avait un papa qui se brossait les dents et il laissait l'eau filer et son gamin vient, il lui arrête le robinet, il lui dit « Papa, on gaspille pas l'eau ». Ça, c'est une pub qui m'a marquée, que j'ai vue, je devais avoir 7-8 ans. Et donc, moi, j'ai connu les pubs Coca-Cola, les pubs pour consommer. J'ai découvert ça, j'avais 17-18 ans et je comprenais pas. Ça faisait pas partie de mon monde. Et j'étais heureuse sans ça. En fait, c'est la publicité la publicité et le marketing. Et tu fermes ça, et les gens vont se remettre aux choses normales, quoi, revenir à l'essentiel. Oui, il paraît qu'on a exposé entre 3 000 et 18 000 stimuli publicitaires tous les jours. Juste là, pendant que je te regarde, je vais peut-être voir une marque. Ah ça y est, je vois la marque. Ah non, ça, c'est pas de marque, ce truc. Lumix, par exemple, Panasonic. Enfin, tous les jours, c'est vrai qu'à un moment donné, même ça a été étudié que il y a le processus inconscient qui fait qu'on retient mieux et qu'on connaît mieux les notifications de nos applications que les chants des oiseaux. Ça, c'est mon cas. Je reconnais pas les chants des oiseaux, je les connais pas. Pour dire à quel point on est déconnecté. Je voudrais vite rebondir rapidement sur quelque chose, une idée éventuellement par rapport à l'Afrique subsaharienne. Moi, je fais toujours un parallèle pour dire à quel point il y a une déconnexion. C'est par exemple les classements musicaux Spotify montrent des classements musicaux partout dans le monde, sauf en Afrique subsaharienne. Il n'y a pas le classement du top musical Spotify. YouTube, c'est pareil. En fait, c'est étrange. C'est comme si il n'y avait pas d'intérêt financier suffisant par rapport à la diffusion publicitaire, alors que pourtant, les artistes congolais de RDC font des centaines de millions de vues. C'est impressionnant. Mais comme il n'y a pas d'intérêt, ils se retrouvent pas dans des classements parce que les publicités, on sait que ils n'ont pas YouTube Premium, on sait qu'ils vont voir nos pubs, mais ce sont des pubs internationales et on sait qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, donc ça nous intéresse pas, donc on n'a pas à marketer autour d'eux. Donc il y a véritablement un abandon. Et puis à côté de ça, moi je suis tombé sur des chiffres qui m'ont quand même effaré sur ce qui est retiré en matière d'énergie, donc via le néocolonialisme, via toutes les infrastructures fossiles. Je donne l'exemple, l'Australie, le Sénégal était très content d'annoncer que ça y est, ils exploitaient leur pétrole, que ça allait ramener de l'argent dans l'économie sénégalaise. Ils se sont beaucoup vantés sur les réseaux sociaux, la nouvelle présidence. Et je me suis dit, tiens, je vais un peu creuser cette histoire. Et en fait, toutes les infrastructures sont australiennes. Le bateau est australien, le puits est australien, c'est l'Australie qui s'est installée. Et l'Australie, en fait, prend 83% et laisse 17% des revenus au Sénégal. Donc, en fait, ils se font braquer.
Et donc le Sénégal ne peut pas exploiter son propre pétrole au-delà du fait qu'ils n'ont pas les techniques, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les savoirs, ils n'ont pas les connaissances. Et on remarque en fait quand on creuse, j'étais à Kinshasa tourner un documentaire avec un rappeur qui s'appelle Damso, effectivement tous les Chinois sont là, tout est maintenu et tenu par des sociétés qui ne sont même pas congolaises et qui font de la capture d'élite en mettant en place ce qu'ils ont envie de mettre en place. Ça a été démontré avec Bolloré qui a installé le président togolais. Ça a été démontré avec des présidents qui ont essayé enfin de se détacher de certains liens économiques, géopolitiques. Bon, ils sont partis, hein, Thomas Sankara et d'autres, etc. Et Patrice Lumumba, etc. Bref, soit. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Mais les chiffres que j'avais vus qui étaient effarants, c'était que du Global Sud, la majorité de l'énergie qu'on utilise dans le Global Nord vient du Global Sud. La majorité de la main-d'œuvre pour tous les biens de consommation vient du Global Sud. Des terres arables, ça vient du Global Sud. Et des matériaux, ça vient du Global Sud. Et qu'il y a 2,5 trillions de dollars qui sont amenés du Sud au Nord. Mais juste d'entreprises internationales qui prennent. Et donc, je me dis que peut-être le seul moyen, éventuellement, qu'il y ait une reconquête et qu'à la table des négociations, ce soit sérieux pour les pays du Sud, pour leur adaptation, parce que c'est un collapse ce qui est en train de se produire, un effondrement réel, ce serait éventuellement d'avoir des politiques en place qui vont tout donner à l'État. Ah oui, ça appartient à Total Energy. Désolé les gars, ça nous appartient maintenant. Voilà, c'est nos travailleurs. Mais ça demandera un courage de malade parce que moi, à mon avis, c'est l'armée américaine qui débarque. Pour chaque pays qui a tenté en tout cas de le faire, l'armée débarquait. En disant non mais il y a une instabilité, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, etc. Et qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que l'Afrique est le terrain de jeu entre la Chine, les États-Unis, l'Europe et aujourd'hui la Russie, qui se disent une part du gâteau et ce qu'on a fait avec les uns, on le fait avec les autres. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué effectivement d'être fort à la table des négociations et peut-être que, et ça je te pose la question, est-ce que ce n'est pas cette rupture de la chaîne d'approvisionnement qui fait que à un moment donné cette grosse machine mondiale va être impactée de près ou de loin, que les États en Afrique, les régions vont devoir en fait simplement refonctionner en collectivité locale, non pas parce que c'est cool, mais parce que on va devoir le faire déjà comme ça, si tu vois ce que je veux dire. Petite question comme ça. Et après on prend une autre question du public. Tu vois par exemple quand il y a eu la crise du Covid, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu rupture d'approvisionnement, mais on a fermé nos frontières et on les a laissés mourir les autres. Il se trouve que la crise du Covid, si tu veux, c'est une rage de dents par rapport à une tumeur. Par rapport à la question climat, la crise climatique, en fait, c'est plutôt la tumeur. Moi, je n'ai pas vraiment de réponse je me pose beaucoup de questions pour comment faire pour que les choses changent dans les pays du Sud. Moi, mon rêve, c'est que les pays du Sud se réveillent. Moi, j'arrête pas de leur dire quand je rencontre des dirigeants des pays du Sud, mais ne venez plus parler, ne venez plus à ces tables de négociation, parce que c'est pas des tables de négociation, c'est des tables où vous vendez vos pays, en fait. Vous vendez vos peuples. Vous n'avez pas le droit de vendre vos peuples. Après, il y a quand même un autre problème dans les pays du Sud, c'est que c'est pas des fonctionnements démocratiques, la plupart des pays du Sud. Et ça, c'est problématique aussi. Donc, en fait, je le redis encore, moi je suis là, je suis venue de Paris, je n'ai pas peur du tout, je vais repartir chez moi, il n'y a pas un militaire qui va m'attendre pour m'emmener quelque part. Si on avait été dans un pays du Sud, je serais plus careful en fait avec mes paroles. Là on a des concitoyens qui ont été arrêtés, etc. dans les pays du Sud. Donc tu vois, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça, alors moi ce qui me redonne de l'espoir, c'est que je me dis, lorsque je raisonne sur les chiffres, parce que je reviens quand même à ma formation de base, donc la crise climatique, c'est nous qui l'avons causée. C'est nous, même aujourd'hui, qui sommes responsables. C'est notre empreinte carbone par personne qui est la plus élevée. Nous, les pays de l'OCDE, les Américains en tête, et puis nous, on est un peu au milieu. Et donc, je me dis, il se trouve que la crise climatique, ceux qui sont responsables de ça, ce sont des démocraties. Et dans les démocraties, les peuples peuvent se soulever sans prendre le risque de se faire tuer, en théorie. Et donc, je me dis que c'est de là que viendra le changement. Après, pour que nous, on se débarrasse de notre vision colonialiste, l'exemple là du jeune brillant qui fait un modèle colonialiste mais il ne se rend même pas compte, eh bien ça prendra du temps. Ça, c'est l'école. Ça, c'est des schémas. Donc, il m'a expliqué après que, tu comprends, tu ne peux pas faire la convergence maintenant. Je lui dis, mais si tu ne la fais pas maintenant, pourquoi tu ne peux pas la faire? Il m'a dit, le coût serait très fort. Je lui dis, pour qui? Il me dit, pour nous. Je dis, mais tu es un égoïste, donc. Puis il me fait, mais tu peux aller expliquer ça aux citoyens français? Je
Je dis, ben oui, je peux aller, moi, dire aux citoyens français, oui, parce que je donne souvent l'exemple de mon fils. Mon fils est né à Paris. En tant que Parisien, il hérite de la Tour Eiffel, mais il hérite des émissions liées à la Tour Eiffel. Il ne peut pas juste dire j'ai la Tour Eiffel sans le passé de la Tour Eiffel. Et donc du coup, c'est pas très grave si lui, il va avoir moins que ce qu'il a maintenant, il va pas être dans la misère, pour que d'autres enfants aient un minimum, quoi. Et ça prend du temps. Mais ça, c'est l'école qui forme. Mais encore une fois, on revient, parce que si je devais mettre une autre loi, ça serait ne pas privatiser. On parle de la théorie des communs, de l'économie des communs. Donc en fait, ce qui est commun, c'est le savoir, par exemple, c'est un commun. Le budget carbone, c'est un commun. Ce qui est commun, le savoir, c'est un commun. Et donc, tous les communs ne devraient pas être privatisés. Privatiser l'école, privatiser l'éducation, privatiser la recherche, c'est un désastre, ça. Et tu rajoutes à ça, tu mets de la publicité, et tu as ce que tu as aujourd'hui. Voilà. Merci, Amina. Est-ce que nous avons encore une question dans le public? Oui. On vous amène le micro. Moi, j'avais une question peut-être un peu floue, mais par rapport à tout ce que vous avez dit, ça tournait, puis j'y reviens un petit peu. Vous avez parlé de nécessité de faire une révolution, vous avez parlé aussi de rapport néocolonialiste entre les pays et de la responsabilité des pays riches aussi par rapport à d'autres pays. Vous avez parlé de la difficulté pour les pays pauvres de pouvoir se faire entendre, de faire entendre leur voix. Mais dans les pays pauvres, il y a aussi un problème, comme dans les pays riches, entre une élite qui a un petit peu confisqué le pouvoir. Dans les pays pauvres, c'est pareil. En plus, quand il y a pas de démocratie, c'est peut-être encore pire. Mais on ressent ça quand même fortement dans nos pays, ici, sur le territoire, que la démocratie, elle est assez largement confisquée. Les gens se plaignent, ils ont du mal à se faire entendre, et finalement, il y a des décisions qui sont prises par des gens, pas forcément dans l'intérêt des gens, alors même que c'est des personnes qui sont élues. Et vous avez parlé de crise démocratique, et je me demande ce que vous entendez par révolution, ou peut-être par un lien qu'on pourrait arriver à faire progresser entre les peuples, en fait, entre les gens. Pour créer une espèce de mouvement peut-être un peu international qui aille au-delà, qui dépasse la question du gouvernement, puisque dans le gouvernement des pays pauvres, même s'ils ont moins de responsabilités, il y a aussi des élites qui fonctionnent avec des intérêts, qui font perdurer avec les pays riches, je pense. Mais bien sûr qu'il y a des élites dans les pays du Sud qui sont les bénéficiaires du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Sauf que ces élites-là, c'est une minorité sur l'échelle de la planète, de l'ensemble de la population. Nous, en fait, même quand on ne fait pas partie de l'élite, on a quand même accès à des choses. Et puis parce que nous sommes des démocraties, il faut soigner la démocratie. Enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas résoudre la crise écologique sans avoir résolu la crise démocratique. La crise écologique, c'est une crise des démocraties. C'est le symptôme le plus visible des crises de la crise des démocraties. Et donc, c'est sur ça qu'il faut travailler. Et dans la crise de la démocratie, moi je dis qu'il faut qu'on se réapproprie notre citoyenneté. On a perdu notre citoyenneté, on est devenus des consommateurs. Et autrefois, nous étions des usagers, la compagnie de transport à Paris s'appelle la RATP. Autrefois, nous étions des usagers de la RATP. Aujourd'hui, nous sommes des clients de la RATP. C'est pas du tout le même rapport, en fait. Quand nous sommes des usagers, nous avons des droits et des devoirs. Quand nous sommes clients, c'est l'argent, c'est le pouvoir de l'argent. Et nous avons perdu beaucoup. Et ça, lorsqu'on retrouve... il y a un Danois qui a écrit un très très bon livre sur... il présente une autre histoire du néolibéralisme à partir du moment où le concept du consommateur souverain est né. Et le consommateur souverain, le concept en vérité, il est né après la crise de 29. Et ensuite, ça s'est propagé un peu partout. Et il y a beaucoup d'anciens Allemands, en fait. C'est pour ça que l'Allemagne est un cas très intéressant en Europe, qui ont beaucoup travaillé. C'est une école allemande qui a immigré aux États-Unis, qui a renforcé ce concept-là. Et c'est comme ça que ça a commencé aux États-Unis. Ils ont d'abord perdu leurs droits. Les Américains de ma génération, ils ignoraient. Moi, je me souviens que j'ai habité un peu aux États-Unis et j'avais dit à une collègue,
mais c'était au moment du premier mandat d'Obama. Il y avait l'Obamacare, les discussions sur l'Obamacare. Et j'avais une jeune collègue, elle avait 30 ans à l'époque, et elle était contre l'Obamacare. Elle votait démocrate, mais elle trouvait que l'Obamacare, c'était une insulte. Et elle me disait, moi je suis self-made woman, et donc j'ai pas besoin que le gouvernement paye pour mon assurance, etc. Moi, française, moi je comprenais pas qu'on puisse ne pas vouloir d'avoir la sécu, quoi. C'est impensable dans ma tête. C'est quelque chose que je peux pas imaginer. Et chose intéressante, cette fille-là, elle allait, parce qu'elle avait un problème de dents, et ça coûtait très très cher, et donc elle allait faire la queue en l'État de Virginie, un autre État. Elle prenait des jours de congé, parce qu'il y a très peu de jours de congé aux États-Unis. Donc elle prenait sur ces jours de congé, elle se réveillait à 2 heures du matin, elle allait dans un autre État, elle faisait la queue pour faire de la charité. En fait, il y a un dentiste ou une fondation qui payait pour que un dentiste répare les dents, en fait, refasse les dents aux gens qui ne peuvent pas se permettre. Et quand elle m'a expliqué ça, je lui ai dit, mais tu es complètement dingue. Je dis, moi, dans mon pays, tu n'as pas besoin de faire ça. Moi, je n'ai pas besoin de la charité d'un riche. Je dis, moi, je cotise à une caisse, tout le monde cotise à la même caisse. Et puis, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, c'est plus vraiment comme ça. Mais en fait, on peut se faire réparer les dents. Moi, j'ai pas besoin de me réveiller à 2 heures du matin, d'aller faire 4 heures de queue pour quémander quelques euros pour qu'un dentiste me répare mes dents et qu'un riche ait donné. Et en fait, ça c'est pour dire qu'en fait, les jeunes générations non plus. Et donc, elle, je lui avais offert un livre où, à l'époque, avant la crise de 29, aux États-Unis, la sécurité sociale, on l'ignore souvent. On dit que la France a mis en place... Le premier pays à avoir mis en place la sécurité sociale, ou l'équivalent de la sécurité sociale, c'est les États-Unis. Mais ça, c'est oublié. Eh oui, c'est les États-Unis. Et donc, il faut retourner dans les livres d'histoire pour trouver ça. Ma génération aux États-Unis ignore ça. Et donc, quand je lui ai dit, mais ça existait chez vous. Parce qu'elle me dit, ça, c'est communiste, c'est vous les Français, parce qu'elle me traitait de communiste. Et donc, je lui dis, mais non, c'est pas du tout communiste, ça a été inventé chez vous. Nous, on l'a copié de chez vous après la Seconde Guerre. Et donc, retourner, et c'est là où les sciences humaines ont un rôle très important à jouer, retourner en fait vers ce qui a déjà existé. Parce qu'il y a eu, le monde n'a pas toujours été ce que nous connaissons. Mais nous n'avons pas la mémoire de ce monde-là d'avant la Seconde Guerre pour nous, ou d'avant la crise de 29 pour les États-Unis. Et malheureusement, les vainqueurs de la guerre, ils ont imposé leur modèle. On a imposé le modèle partout dans le monde. Et c'est là où... C'est pour ça qu'on arrive là où on est aujourd'hui. C'est un long travail. Hein. Quand je dis révolution, moi je pense que c'est une révolution culturelle. Je ne dis pas qu'il faut aller couper les têtes, etc. Je précise. C'est une révolution culturelle et intellectuelle à faire. Et ça demande un effort incroyable. Moi, quand je me suis mise à travailler sur la sobriété, en fait, ça m'a questionnée sur beaucoup de choses que j'ai pu faire avant et sur des projets, sur comment j'ai défendu certains projets, etc. Parce que j'ai dû retourner dans des textes ou lire pour la première fois certains textes que je n'avais jamais lus, et parce que moi je sors d'une école d'ingénieur. Moi j'ai été formée, mon cerveau a été formé pour optimiser les systèmes énergétiques. Vous, être humain, vous n'existez pas. Vous obéissez à mon système énergétique, à mon optimisation, en fait. Et l'histoire est très importante. Voilà. Effectivement. Ah, on va prendre une nouvelle personne. Vous êtes déjà passé, monsieur, peut-être juste après. Oui, merci pour votre intervention. Moi, je voudrais revenir sur une des choses que vous avez dites, c'est le système économique. Par rapport à votre vision, quel serait le système économique demain qui serait compatible avec tout ce que vous avez développé? Et je reteste peut-être les débats, sortir un gros mot, est-ce qu'il faut parler de décroissance? Alors, la sobriété, c'est pas la décroissance. Ça, je suis de plus en plus sûre que c'est pas la décroissance. En tout cas, pour la France, ça a été, les scénarios de sobriété de l'ADEME ont été évalués d'un point de vue macroéconomique et ça conduirait pas à la décroissance si la décroissance est comprise comme étant un PIB négatif ou un PIB qui baisse. Après, quel serait le système économique, parce que j'avais dit que la France, c'est le seul pays de l'Union européenne et de l'OCDE qui intègre le concept de sobriété dans sa loi sur la transition. Mais en vérité, lorsqu'on regarde dans le détail, la France n'a pas fait grand-chose pour la sobriété et ne peut pas faire grand-chose. En fait, il faut changer le traité de l'Union européenne. Ça, c'est hors de question, on me dit à Bruxelles. Moi, je pense que l'élection de Donald Trump, j'espère qu'il va faire toutes les folies dont il a parlé, va nous imposer de réouvrir le traité.
Moi, quand il y a eu l'élection de Donald Trump, je recevais plein de messages, c'est la catastrophe, etc. Et moi, je répondais, non, c'est une opportunité pour l'Europe. Et il faut qu'on réouvre le traité. Et il faut qu'on fasse des changements. Par exemple, deux textes clés dans les textes de l'Union européenne, les textes fondateurs de notre fonctionnement, c'est le texte sur le marché intérieur. C'est ça qui a fait la privatisation des transports publics, de l'électricité, du gaz, du logement, etc. Donc ça, c'est un texte qu'il faudra revoir et l'adapter, parce que c'est un texte qui a été construit du temps de Schuman, et donc on a rajouté des choses dessus. Et puis l'autre texte, c'est le texte sur la politique monétaire de l'Union européenne. Si on arrive à changer ces deux-là, tout le reste, en vérité, découle de ça. Moi, ce que je propose pour ces deux-là, c'est d'intégrer la question des limites planétaires. Donc, on sort de la question du tunnel carbone dans lequel on est enfermé en raison de la crise climatique, de la compréhension qu'on a eue de la crise climatique dans les années 90. On intègre les limites planétaires et on intègre, c'est dedans qu'on doit intégrer l'équité. Et lorsque vous regardez dans le traité, il y a tout un titre très important sur la protection du consommateur. Et en fait, ça, il faut le remplacer par plutôt les droits des citoyens. Nous sommes des citoyens d'abord. On est consommateurs après. Enfin, consommation, en fait, c'est it's a means for an end. C'est un outil pour satisfaire quelque chose. Mais moi, je suis d'abord citoyenne. Et je veux être traitée comme citoyenne. Et c'est uniquement comme citoyen, c'est pour ça que c'est une question démocratique, c'est uniquement comme citoyen qu'on va arriver à faire le changement. En tant que consommateur, tant que l'on reste dans la logique de consommation, on ne fera rien du tout. On se fera bouffer par ceux qui ont le capital. Ce n'est pas vous et moi qui avons le capital. Nous sommes des outils que le capital utilise. Marx. Pardon. J'aime bien quand tu cites Marx. J'adore. C'est pour ça que ça me fait pousser la barbe d'ailleurs. Il y a une interview qui va prochainement sortir sur la chaîne que je vous invite à voir. C'est une interview avec Kate Raworth, justement, qui m'a tellement changé ma perspective de compréhension par rapport au système économique, en disant qu'aujourd'hui, le système économique, c'est quelque chose qui part de quelque part et qui monte et qui monte et qui veut constamment monter. Mais que le vivant ne fonctionne pas comme ça, que ce soit le printemps, l'été, le cycle des saisons ou même un être humain. On est petit, comme ton fils, hein, on est là, on monte et à un moment donné, on va pas plus grandir. Et là, on stagne et à un moment donné, ça finit toujours par redescendre d'une certaine façon, très lentement, parfois très rapidement, ça dépend de ce qui s'est passé en cours de route. Mon fils a décidé de ne pas vieillir. Bravo. Parce qu'il pense que quand on est vieux, après on meurt, et il a dit moi je ne vais pas mourir, donc je ne vais pas vieillir. La force du mental, il va rester comme ça. Et moi je trouvais ça intéressant, cette idée de stabilité, et elle parlait justement que l'économie de demain, celle qui serait potentiellement la plus à même à mettre, c'est une économie qui respire avec le plancher effectivement social. Qu'est-ce que les humains ont besoin pour être heureux, pour vivre, pour avoir ce qui est nécessaire, pour subsister. Et quel est le maximum? Tiens, tu vas gagner 10 000 euros par mois, c'est ton maximum. Donc tu es Elon Musk, tu es Bernard Arnault, va falloir complètement revoir tes principes. Que l'entreprise soit plus possédée par les gens de la société plutôt que des actionnaires, etc. Et qu'en fait l'économie serait une forme de respiration. Un peu en dessous des limites planétaires, un peu au-dessus, on dépasse un peu les limites, puis on redescend. Et une sorte de battement cardiaque comme ça au cycle des saisons. Je vous invite à regarder la planète Terre en accéléré au cycle des saisons et vous voyez qu'il y a une sorte de rythme cardiaque sur l'année. Vous voyez la glace qui se forme, la végétation qui reprend vie et puis ça s'amenuise. Et en fait, c'est vraiment comme le cœur qui bat. Et c'était une vision de l'économie, moi, que j'ai pas mal appréciée. Après, quand je lui ai posé la question, quel pays s'en rapproche le plus, elle m'a dit c'est le Costa Rica et c'est pas parfait. Mais on a beaucoup de travail à ce niveau-là, mais en tout cas, il y a Kate Raworth, économie du donut, moi j'aime bien cette vision-là. Est-ce qu'on a encore une question? La dernière. Ah oui, monsieur, c'est vrai, vous aviez encore une question. Sur les partis politiques, là, parce que tout à l'heure vous disiez qu'il y avait, au moins en Allemagne, une évolution des partis d'extrême droite. Oui, l'AfD, oui. Mais c'est vrai aussi dans l'ensemble de l'Europe et c'est vrai aussi aux États-Unis. A priori, donc tous ces partis populistes, représentés quand même, si on prend l'Europe, les États-Unis, ça fait 1 milliard d'habitants quand même. Ce ne sont pas a priori des partis qui sont pour le développement durable. Non. Je pense pas, tout ce qu'on entend sur l'extrême droite en France, c'est pas pour un développement des économies d'énergie. Nous, on a beaucoup analysé ce qu'a voté Bardella à l'Europe pour quand il était là. Alors, moi, je suis belge, hein, donc c'est vos histoires, vous les Français, hein, avec extrême droite et machin.
Mais de ce qu'on a analysé dans ses politiques, il a absolument rien voté en faveur de la reforestation, de la régénération du vivant, rien en faveur de l'écologie en général, ni de près ni de loin pour les prochaines générations. C'est beaucoup pour le grand capital. Enfin, pour moi, c'est la continuité de Macron, de ce qui a été voté à l'Europe. C'est pas pareil de ce qui a été voté d'un point de vue national. Moi, ça m'intéresse quand même de regarder quelles sont les décisions prises là-bas. Tout ce qui a été voté pour stabiliser le marché de l'énergie, il n'a pas voté ça. Il s'est exclu du truc en mode je crois qu'il s'est abstenu, il a voté contre, il s'est même pas abstenu, il a voté contre. Ça en dit long, c'est-à-dire que en sachant qu'on était dans des moments de précarité urgent, il fallait mettre un plafond. Il a reculé à l'Europe et je me dis mais pourquoi t'as fait ça? C'est bizarre parce que ce que tu dis quand même au public, au peuple, c'est ce double discours qui m'interpelle. Alors toi, tu analyses plus les politiques écologiques. Bon, moi, de ce que j'ai vu, c'est une catastrophe à l'Europe. Toi, tu analyses plus les discussions. C'est vrai qu'il y a une bataille contre l'éolien, il y a une bataille contre le photovoltaïque, contre la sobriété aussi. Ces partis-là, en fait, ils viennent. Il y a une opposition intellectuelle entre ces partis-là, parce que la question écologique, c'est une question de solidarité, de vivre ensemble, etc. Ces partis-là, ils sont dans l'opposé. Donc, du coup, le vivre ensemble. Dans un premier temps, bien sûr, on peut s'attaquer à l'étranger parce que c'est beaucoup plus facile, mais après, ils vont s'attaquer aux autres. Ils l'ont déjà fait, en fait. C'est pas nouveau. Enfin, on a déjà vécu ça en Europe. Encore une fois, il faut retourner au texte historique, ce qui s'est passé dans l'histoire en Europe, et puis on comprend qu'ils sont en train de reproduire la même chose. Et c'est pas du tout de là que viendra la solution. Mais le défi, ou peut-être le problème, c'est qu'encore une fois, nous qui sommes ici, nous faisons partie des privilégiés en France. Et nous sommes détachés des autres, de nos concitoyens. Donc il faut qu'on se rattache à nos concitoyens. Il faut qu'on recrée du lien avec nos concitoyens qui n'ont pas les privilèges que nous avons ici. Prendre une après-midi pour aller dans une salle de conférence, ça c'est un privilège. Et il faut qu'on aille vers nos concitoyens. C'est ça la révolution dont je parle. Il faut qu'on aille vers nos concitoyens pour qu'on fasse force avec eux, qu'on fasse groupe, quoi. Et ça, on ne le fait pas, ou pas assez. Certains le font, je sais qu'il y a des collègues qui font ça, mais on ne le fait pas assez. Donc il faut qu'on prenne du temps et qu'on le fasse. Justement, quelles seraient les autorités qui seraient capables de faire ça, justement, de faire en sorte que les gens se mobilisent. Je pense par exemple à les médias pourraient peut-être avoir un rôle là-dedans, justement. De réveiller la conscience des citoyens. Oui, mais pas les médias mainstream. Donc en fait, il faut aller vers les médias alternatifs. Il faut utiliser les médias alternatifs. Et après, c'est beaucoup d'investissement. On a une vie qui est cadrée parce qu'on est dans cette bulle-là. Et on ne fait pas suffisamment l'effort. C'est quand même vrai qu'on ne fait pas suffisamment l'effort. Et qu'on pourrait faire l'effort, quoi. Qu'on devrait, je pense. Je me demandais vraiment d'appuyer que les médias mainstream répondent en fait à des desiderata, à une vision de l'économie. Ça s'est vu, c'est Rupert Murdoch qui est le premier, et tout ce qui a émergé en Europe, en Grande-Bretagne, qui a favorisé le Brexit et ce qui se passe beaucoup avec CNews, c'est simplement le modèle de Rupert Murdoch avec Fox News qui a été calqué. On se dit tiens, ça a bien marché, on va produire la même chose, et quand on regarde qui y a derrière, c'est principalement les compagnies pétrolières. C'est les grosses élites, c'est les gros PDG qui veulent maintenir le système en l'état. Et comme tu l'as précisé, de tout temps, c'est ce qui s'est toujours passé à partir du moment où le système économique faisait face à des grosses contradictions et que le public commençait à perdre confiance en lui. Il n'a pas hésité à sortir l'artillerie fasciste pour se maintenir. C'est de tout temps, et tu l'as bien souligné, et en utilisant des préceptes qui fonctionnent facilement, c'est la peur de l'étranger, c'est la xénophobie, on a tout ça ancré en nous, pas le racisme, c'était une construction sociale ça, mais la xénophobie, on va attiser ça parce que la technique du bouc émissaire fonctionne tout le temps. Je veux dire, j'ai fait de la radio, je sais c'est quoi être démago en faisant de la radio, et je sais c'est quoi qu'avoir un ennemi commun qui permet de rallier tout le monde à sa cause. On s'invente un gars, ah ouais c'est celui-là, le gars de la radio d'en face, il nous fait des coups, il nous fait des machins, on arrive à fédérer autour de nous et ça marche, et c'est la pure manipulation, et malheureusement l'éducation peut éviter ça, mais les médias en ce moment, ici il y a une alternative, je me permets de le dire, c'est les médias indépendants. Nous, c'est vous qui nous payez, hein. Si aujourd'hui on est là aujourd'hui, c'est les dons sur Tipeee, c'est les dons sur PayPal, Blast le fait, Mediapart le fait, c'est une indépendance qui peut prendre le temps aussi de faire du journalisme d'investigation, de l'enquête. Et pour avoir été formé en journalisme, on ne nous apprend pas l'investigation, on ne nous apprend plus l'enquête, c'est terminé ça.
J'ai travaillé à l'RTBF, j'ai travaillé dans plein de plateformes. Il faut sortir un papier tout de suite en fonction de l'actualité. On ne fait plus la différence entre la rubrique des chiens écrasés, des morts à Gaza, ou alors une école qui est effondrée parce que le bâtiment était vétuste. C'est une actualité. On ne fait plus du tout, c'est devenu extrêmement froid. Pourquoi? Parce qu'il faut faire tourner la grosse machine en sachant que plus on chope de l'actualité et plus on est bon sur l'actualité et qu'on chope sur du court terme les cerveaux avec du sensationnalisme à maximum, et ben plus on a notre audience qui est bonne et plus le patron, et je l'ai vécu, j'ai fait de la radio. C'était que les chiffres de ce que je faisais chaque soir qui comptaient. Que j'aide quelqu'un du suicide, ils en avaient rien à foutre mes patrons. Que j'aide des jeunes à ne pas aller s'enrôler en Syrie, ce que j'ai fait, mes patrons s'en foutaient tant que je faisais de l'audience. Et là, il fallait qu'on se pose question. Et puis qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est dès qu'on avait par les mailles du filet, parce que nous on était très sérieux sur qui passait à l'antenne, qui passait pas à l'antenne, de temps en temps quelqu'un faisait semblant, oui je veux parler de ça, et puis parlait d'autre chose en disant, je trouve qu'Hitler il avait raison, en radio, qu'est-ce qui se passait? On voyait notre audience qui montait. Plein d'SMS de gens qui pétaient un câble, contestaient, et plein de gens, ah, je suis totalement d'accord. Quand ça a commencé à venir avec des idées de xénophobie, de racisme et d'extrême droite et de s'en prendre à des groupes, à ce moment-là, eh ben, on a vu littéralement l'audience qui montait. Eh ben, les actionnaires ils sont très contents et c'est contre ça qu'il faut lutter, donc les médias indépendants. Tu as encore le temps, hein, je pense. Non, c'est l'heure. C'est vrai, c'est l'heure. Ah oui, une dernière petite question de monsieur le président, éventuellement. Merci. Vous avez, je vais reprendre l'université, est un petit peu une petite société. Vous avez évoqué pour la société qu'il ne fallait pas passer de la transition à la transformation, mais je ne sais pas si c'est exactement le terme. On propose des choses à l'université pour avancer, pour pratiquer la transition. Est-ce que vous avez des pistes de transformation qu'on pourrait appliquer à notre université, à nos universités? Dans les enseignements? Oui, non, mais par exemple, vous avez évoqué, pour la société, c'était un petit peu difficile de donner des pistes de transformation. Ouais. Est-ce que pour l'université, vous auriez des idées? Je ne sais pas, à Sciences Po, peut-être il y a des choses qui se mettent en place. Alors à Sciences Po, par exemple, il y a eu, ils ont introduit dans le cursus principal, donc les étudiants qui sont en licence, ils ont introduit un cours sur la transition. Il y a maintenant un institut de l'environnement et de la durabilité, quelque chose comme ça. Et ça, c'est nouveau. Donc en fait, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place à Sciences Po. Là, j'ai mon cours sur la sobriété qui est accepté. Et après, en fait, le gros défi dans l'enseignement, c'est que nous, enseignants, ceux qui sont seniors, il faut qu'on désapprenne, il faut que l'on décide, il faut qu'on se rende compte qu'on a besoin de désapprendre ce qu'on a appris pour pouvoir, je pense qu'avec l'expérience, on peut faire ça assez rapidement, il faut déclencher la décision. Pour pouvoir apprendre ce qu'il faudrait et le répondre le plus rapidement possible, le partager avec les jeunes pour que les jeunes soient mieux formés que nous. Parce que nous, on n'a pas été formés, on a été mal formés en fait. On a été formés pour un monde industrialisé, etc. Je pense que c'est ça qu'il y a à faire. Après, il y a des réflexions dans différentes universités. Je reçois plein de syllabus, etc. à revoir pour voir qu'est-ce qu'on intègre dans les enseignements pour déclencher, pour que les jeunes soient formés différemment, etc. Et sinon, je voulais juste revenir sur un point tout à l'heure, c'est, parce que vous me disiez comment on fait pour aller vers les autres, etc. Quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, je me souviens, j'étais à Paris, je travaillais à Bruxelles, mais j'habitais toujours à Paris. Et c'était le moment, c'était en 2018, c'était le moment où il y avait eu les marches climat, etc. Donc moi, j'ai fait plusieurs marches climat et je me souviens d'une marche climat, un jour où il y avait eu une marche climat et une marche gilet jaune. En même temps, c'était à la place de l'Opéra à Paris. Et il y avait deux réactions qui m'avaient choquée. Je devais retrouver des copains pour la marche climat. Ils m'ont dit « Ah oui, mais là, ça va être compliqué parce que tu comprends, là, il y a les gilets jaunes, là. » Pof. Et là, je dis, mais c'est pas possible, enfin, le territoire nous appartient à tous et ils se battent pour la même chose que nous. Et une fois arrivés sur place, donc il y avait des flics pour nous séparer. Et donc le flic, dès qu'il m'a vu, il m'a dit ah vous êtes marche pour le climat. Bon, j'avais pas de gilet jaune à ce moment-là, parce qu'après je me suis mise à mettre un gilet jaune. Et ensuite il y avait un groupe de gilets jaunes
Donc au moment où j'essayais de trouver où est-ce que je dois aller, dans quelle marche je dois aller, il y avait un groupe de gilets jaunes qui m'avait sifflé, qui m'avait dit que moi, je n'étais pas gilet jaune, en fait. C'est ça qu'il faut combattre, en fait. Et après ça, il y avait un slogan, moi je l'avais d'abord entendu dans la partie climat, c'était fin de vie, fin du mois, même combat. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai pris mon gilet jaune de vélo et j'ai mis que c'était même combat. Et pour aller, je suis repartie aux marches climat, je n'ai jamais osé aller dans une marche gilet jaune, mais je portais un gilet jaune dans une marche climat dans lequel je disais qu'en fait c'était le même combat. Mais il faut aller beaucoup plus loin en fait. Il aurait fallu, quand il y a eu la crise des gilets jaunes, aujourd'hui c'est ce que je pense, mais à ce moment-là je ne l'avais pas fait, il aurait fallu qu'on aille tous avec les gilets jaunes. Et c'était idiot d'avoir des marches climat et des marches gilets jaunes, vous voyez. Et donc on avait des marches intello si vous voulez, et des marches classe populaire. Et ça c'était idiot, quoi. Et c'était à nous de faire l'effort. C'était pas aux gilets jaunes de faire l'effort. Voilà. Merci Yamina. Merci à vous. Merci. On va devoir clôturer. Merci du fond du cœur. Yamina Chektu-Alprin. Merci à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Merci à Valenciennes. C'est la première vidéo d'une série de 3 autres qui vont être disponibles sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, commenter et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Et puis ça, c'est si jamais vous avez envie de vous faire plaisir et que vous pouvez bien sûr 1 euro, 2 euros, 50 euros par mois, c'est comme vous le voulez, sur Tipeee, les liens sont en description, c'est pas obligé. Juste votre présence était déjà important et à vous ici aussi en physique. Merci Yamina, bye tout le monde.